Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau ? Aujourd'hui, j'interviewe Maxime Beaumont, vice-champion olympique en 2016 sur 200 mètres et récemment 9e à Tokyo. Qui est-il et surtout quel est son parcours jusqu'au plus haut niveau ? Pourquoi a-t-il mis si longtemps à performer ? Et surtout, que fait-il au jour le jour pour progresser ? J'espère que l'épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Maxime et ses secrets. Salut Maxime, comment vas-tu aujourd'hui ? Salut Rudy, ça va bien et toi ? Moi ça va bien, il y a le soleil, je sors d'une grosse séance de ce matin, donc j'ai pu faire ma sieste cet après-midi, donc nickel. C'est déjà avant toute chose, c'est un vrai plaisir de t'avoir sur le podcast. Moi je te suis depuis pratiquement mes débuts, on va dire, en kayak, quand je pataugeais encore. Et donc, j'ai suivi un peu ton évolution ces 5-6 dernières années. Et donc, c'est un grand plaisir de t'avoir aujourd'hui. Donc, je voulais commencer par revenir un petit peu sur tes débuts en kayak. Est-ce que tu te souviens comment tu as débuté ? Oui, alors tout d'abord, le plaisir est partagé également. Ça me fait plaisir d'être interviewé dans ton podcast. Alors, pour mes débuts, moi, j'ai commencé à l'âge de 9 ans. Un petit peu par hasard. En fait, tous les étés, ma grand-mère m'emmenait à la plage de Boulogne-sur-Mer parce que mes parents travaillaient et c'est elle qui nous gardait. Et puis, en fait, la plage de Boulogne, elle n'est pas très grande. On tournait un petit peu en rond. Et puis, à un moment donné, voyant que je m'ennuyais, il y avait une extension du club qui proposait des sorties kayak de mer. Donc, ma grand-mère m'a inscrit avec un copain à ce sport, quoi. Et puis, c'est comme ça que je me suis retrouvé un petit peu là-dedans. Première sortie, je suis tombé à l'eau, je n'étais pas content et mes débuts en canoë-kayak n'étaient pas les meilleurs. Mais bon, pour autant, j'y suis retourné le lendemain et puis en fait, en septembre, avec mes parents, ils m'ont inscrit au club de kayak et puis c'est comme ça que ça a commencé. Moi, ce qui m'a plu tout de suite, c'est le côté familial et le côté convivial qu'il y a au club de Boulogne-sur-Mer. Et tout de suite, il y avait une bonne bande de potes qui s'est créée. Et puis encore maintenant, d'ailleurs, on se voit régulièrement en dehors. Et voilà, c'était vraiment ça le côté ami qui était important au début, je pense. Quand tu as commencé le kayak au club de Boulogne, est-ce que c'était exclusivement course en ligne ? Oui, le club de Boulogne, en tout cas, surtout avant, il n'était pas du tout diversifié. On proposait beaucoup de courses en ligne et j'ai même envie de dire beaucoup de compétitions. Il y avait très peu de place pour les loisirs, il y avait très peu de place pour d'autres activités. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus diversifié. Et tu vois, on a par exemple Longe-Côte, Dragon Boat. On fait un peu de sortie d'eau vive avec les jeunes. Nous, quand on était gamins, on faisait de temps en temps une petite sortie d'eau vive, mais c'était assez rare quand même. C'est assez drôle parce que des rumeurs que j'entends, le bassin de Boulogne est assez agité. Comment ça s'est passé, toi, tes débuts en course en ligne avec ce bassin ? Le bassin de Boulogne, c'est de l'eau vive, c'est ça que tu dis ? C'est ce que j'ai entendu en tout cas. Alors oui, en fait, le bassin de Boulogne, il faut savoir qu'il est agité quand il y a du monde. En fait, c'est le nombre de bateaux qui fait que ça agite parce que les vagues s'atténuent pas comme c'est des berges en bétonné. Une fois qu'il y a plusieurs vagues qui sont parties, elles s'arrêtent jamais et puis du coup, ça fait que le bassin devient un champ de mine. Alors que quand tu es tout seul à naviguer, le bassin il est génial, quoi. C'est un miroir. Donc, en plus de ça, le bassin de compétition, on y navigue quasiment jamais au quotidien parce que c'est plutôt l'aviron qui occupe ce terrain-là. Et nous, on va un petit peu plus haut, ça se rétrécit, on est à l'abri du vent, les berges sont pas droites, enfin pas bétonnées, donc les vagues s'atténuent rapidement. Donc le terrain de jeu, il n'est pas vraiment le même en compète et à l'entraînement. Donc étant gamin, ça m'avait pas trop gêné. Est-ce que tu te souviens de ta première compétition ? Tu disais qu'avec Boulogne, il y avait beaucoup de compétitions qui étaient organisées. Est-ce que tu en as fait rapidement ? Très rapidement. Moi, j'ai commencé, je pense, début septembre et j'en avais une fin septembre. Ah Donc, ça a été assez rapide, ouais.
Et donc, à l'époque, c'était les boucles de Saint-Quentin, quelque chose comme ça. Cette compète, elle n'existe plus, mais c'était assez particulier. On devait faire le tour du Nil, passer un relais à son coéquipier, et puis lui aussi faisait le tour de l'île, et puis à la fin, on faisait le classement. Et en plus de ça, c'était toutes catégories confondues en même temps. Donc, on partait en même temps que les seniors, en même temps que hommes, femmes, tout le monde en même temps. Donc, du coup, c'était assez spécial. Et après, bah, ouais, la deuxième, c'était en janvier, tu vois. Donc, très rapidement, en fait, j'ai été mis dans un bateau de ligne en compétition et, et j'ai été confronté aux entraînements, quoi. Et est-ce que à cet âge-là, tu étais déjà un peu plus grand que les autres, sachant que bah t'es grand, quoi. Est-ce que tu étais déjà plus grand quand tu étais petit? Pas spécialement. Enfin, oui, je faisais partie des plus grands, je pense. Mais après, il y en avait une paire qui avait la même taille que moi. Et est-ce que sur ces premières compétitions, tu avais des résultats ou tu étais complètement largué? Bah, la première compétition, je crois que j'ai jamais eu les résultats. Euh, Comme c'était tout confondu et tout, et puis que nous, à l'époque, on était poussins. Tu vois, c'était pas forcément l'intérêt du club. Il n'y avait pas eu de remise de récompense, donc on savait pas du tout. Peut-être qu'en fait, ils nous ont préservés, ils voulaient pas nous le dire pour pas qu'on soit déçus, je sais pas. Mais voilà. Et en fait, au mois de janvier, c'était un championnat de ligue, donc un championnat régional. Et celui-là, je l'ai gagné sur 2000 mètres. Sur 2000 mètres, ok. Et t'étais dans quoi comme bateau alors au bout de 4 mois? Bah, à l'époque, c'était un CAPS. Ok, donc les Tu bateaux. vois ce que Ouais, c'est? ouais, je vois ceux pour débuter la course en ligne normalement. Ouais, c'est ça. C'est un peu le Nelo Viper, mais disons un petit peu plus long et un petit peu plus effilé, on va dire. Et est-ce que de gagner cette première compétition, cette vraie première compétition, ça t'a motivé pour la suite? Ah bah carrément, ouais, ça fait plaisir, hein. Tu sais, quand t'es gamin, une fois qu'on t'a mis la médaille autour du cou, après tu la quittes plus, hein. Tu vas aux toilettes avec, tu passes toute la soirée avec, tu dors avec, et puis bah, après seulement, voilà, tes parents ils disent bon demain il faut aller à l'école, tu vas enlever ta médaille. Mais mais ouais, c'est quand même quelque chose génial quand tu es petit de monter sur un podium, que tout le monde te félicite. C'est un peu les prémices de tout ça. Donc, quand tu fais de la compétition, en général, tu as un esprit de compétiteur. Donc, forcément, tu as envie de gagner. Et cet esprit de compétiteur, est-ce que tu l'avais avant de commencer le kayak, en faisant peut-être d'autres activités sportives? Ouais, je pense. Je pense que j'ai toujours aimé être le meilleur dans les activités sportives que je pratiquais. Tu vois, moi, étant petit, j'ai fait du foot, mais bon, j'avais pas bien compris le système. Moi, je voulais jouer le ballon, tu vois. Même si j'étais défenseur et il y avait une attaque, il fallait que je sois avançante, tu vois. Donc, il fallait que je sois près du ballon. Donc, j'avais pas bien compris tout ce système où il faut se replacer, etc. Donc, assez rapidement, j'ai été mis sur le banc. Et du coup, ça m'a saoulé et j'ai arrêté. Après, j'ai fait un peu de gym parce que mon père avait fait de la gym. Et je pense que ça m'a servi, ça m'a donné des bonnes aptitudes sportives. Et après, bah, tout ce qui est sport à l'école, etc., tout ça, j'ai toujours voulu être le meilleur en sport. Moi, quand je recevais le carnet, bah, ce qui était important pour moi, c'est d'être premier en sport avec la meilleure moyenne. Après, pour mes parents, c'était un peu différent. Mais Et est-ce que c'était le cas? Est-ce que tu étais premier en sport à l'école? souvent, ouais, oui, oui. Euh, Quand t'es poussin, donc je crois que c'est la première fois que j'interviewe quelqu'un qui a fait des compétitions en tant que poussin dans le podcast. Et est-ce que on s'entraîne au même rythme que dans les écoles de paillets, savoir 2 fois par semaine? Ouais, c'est ça, ouais. En poussin, tu viens le mercredi et le samedi, et en général, tu montes qu'une seule fois, quoi. Et si vraiment il y a tempête, bah tu fais une activité de substitution. Soit on allait faire, je sais pas, un sport co sur la plage, soit on allait courir. Enfin, c'était plutôt des jeux plutôt que des entraînements en fait. Euh, Par la suite, bon, comme on le sait, t'as persévéré. Comment se sont passées les années suivantes en termes de progression? Est-ce que t'es vite passé dans un vrai bateau de course en ligne? Par quelle étape t'es passé en fait en termes de bateau? Et bien, en fait, nous, bah, après le CAPS, c'était ce qu'on appelle les bateaux clubs.
Aujourd'hui, j'ai pas trop d'idées. Peut-être que ce serait les Freelancer? freelancers, ouais, freelancers de chez pas de marque. Freelancer, ouais, ce serait, je dirais que ça ressemblerait peut-être à ça. Et du coup, je suis passé là-dedans, sauf que c'était des bateaux fabriqués par le club, tu vois, tout résine. Le truc, quand tu sors, ça te gratte partout. Enfin, c'était un peu, voilà, t'avais envie de passer assez rapidement cette étape-là. Ensuite, on a eu des bateaux, on appelait ça des bateaux allemands de l'Est ou des bateaux espagnols. Enfin, c'était des formes un petit peu type Joker, je dirais. Tu sais, Joker, la forme bois, mais sauf que là, c'était des bateaux résine, en fait. Ensuite, le Orion, et enfin, après, américain. Et après l'américain, ça a été les nouvelles formes qu'on connaît aujourd'hui. Et sur combien de temps s'est passée cette évolution pour arriver au top des bateaux, entre guillemets? Tu vois, moi, en fait, je pense que j'étais capable de, de monter dans des Orions dès Benjamin minime. Mais en fait, le club stoppait un peu cette progression-là, quoi. Il préférait m'apprendre à pagayer sur un socle stable plutôt que voilà, d'avoir un beau bateau tout de suite, même si au niveau régional, j'étais parmi les meilleurs. Il préférait dire bah non, d'abord tu pagaies bien et ensuite tu auras un bateau qui sera un petit peu plus instable et puis tu réapprendras quelque chose. Mais tu vois un petit peu ce que je veux dire? Ouais, est-ce que pour toi, c'est une bonne stratégie, ça, justement, quand tu débutes, d'être plus sur un bateau stable, même si tu as les capacités d'être sur un bateau plus instable pour apprendre? Complètement. Moi, je pense que c'est important d'être sur un bateau stable pour performer et pour apprendre à pagayer. Et souvent, c'est ça qu'on observe chez les plus jeunes, c'est un peu la course au matériel. Tu vois, tout le monde aime bien. Enfin, quand t'es gamin, t'aimes bien avoir le beau bateau, le même bateau que le champion, etc., etc. Mais le problème, c'est que souvent, tu vois des jeunes oui, qui ont un beau bateau, mais en fait, ils le tiennent pas. Et du coup, leur coup de pagaie, c'est pas un coup de pagaie pour avancer, c'est un coup de pagaie pour se rattraper à chaque coup. Et je pense que ça, c'est pas dans leur intérêt. Il faut voir plutôt à long terme, quoi. Tu fais pas du haut niveau quand tu es Benjamin minime. Par contre, quand tu es senior et que tu fais du haut niveau, ce que tu as appris à minime, c'est important pour le transférer. Donc, ouais, je dirais que c'est quand même bien important de prendre son temps, de bien construire sa technique. Et après, s'il suffit juste de changer la forme, ça, c'est plus un problème après. Et je rebondis sur quelque chose qui me vient en tête quand j'avais interviewé JP. Il t'avait cité à la fin sur la technique, justement, où, si je me souviens bien, hein, il semblerait que tu lui avais dit que il n'y avait pas de bonne technique, entre guillemets. Il y avait certes des fondamentaux, mais même qu'aujourd'hui, tu cherchais encore la meilleure technique pour toi. Ouais, tout à fait. Ouais. En fait, je pense qu'il y a des fondamentaux techniques, des trucs de base, tu vois, que quand tu regardes de profil la pagaie qui est perpendiculaire à l'eau, c'est là où elle est la plus efficace. Et donc, cette phase, elle est importante. Et donc, tout le monde doit passer par là pour être rentable. Mais après, je dirais qu'il y a des styles. Tu vois, aujourd'hui, tu regardes un Guillaume Burger. Tiens, je vais prendre Guillaume Burger, Francis Pouget et Maxime Beaumont. On est tous les trois en une demi-seconde sur le K1 400. Donc on est, on va dire, à peu près tous les trois à la même vitesse. Sauf que techniquement, on est quand même différents. Tu nous regardes de loin, à première vue, tu dirais pas on a la même technique. Par contre, quand tu regardes de plus près, les fondamentaux techniques, on passe tous les trois par les mêmes choses. Seulement après, il y a le petit style, le petit truc en plus de chacun, de la manière dont on s'est construit par le passé. Quoi. Est-ce que tu sais définir ton style? Mon style, non, c'est assez difficile. Ça dépend aussi tu vois, de la souplesse de chacun, ça dépend des capacités physiques de chacun. Tu vois, par exemple, si je prends Cyril Carré, c'est pas le plus musculaire du groupe. Pour autant, dans l'eau, il va avoir des appuis très efficaces.
Mais tu vois, dans son style de pagage, ça va être vraiment fin. Ça va être vraiment, il va avoir un toucher d'eau plus développé, je pense, que peut-être quelqu'un qui est plus musculaire. Parce que lui a compensé par la puissance musculaire plutôt que la finesse et la dextérité. Oui, je vois exactement ce que tu veux dire. Cyril, qui est bien évidemment attendu sur le podcast aussi, prochainement, j'espère. Quand tu étais jeune au club de Boulogne, est-ce que tu avais des personnes qui te motivaient au club, qui te poussaient vers le haut? Je sais pas, les entraîneurs, ou il y avait peut-être des athlètes qui étaient déjà en équipe de France ou des anciens champions? Ouais, tout à fait. Bah, moi, je suis arrivé donc en septembre 91. Ça remonte, hein. Ça remonte, Et ouais. en août 92, il y a un certain Didier Hoyer qui était de mon club et qui est médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Barcelone. Et donc, ça a été aussi quand même assez moteur, tu vois, pour un gamin du club, ça met des étoiles dans les yeux, évidemment. Et du coup, ça a été un premier pas, je dirais. Et ensuite, il a basculé assez rapidement en tant qu'entraîneur. Et du coup, moi, quand j'étais cadet, c'était mon entraîneur, en fait. Et donc, derrière, forcément, quand il me parle, il me conseille, il me pousse vers le haut, moi, je suis oreille grande ouverte et je bois ses paroles. Donc, je pense que ouais, il a été vraiment très, très moteur dans mon ascension. Est-ce qu'à ce moment-là, quand tu vois Didier Hoyer qui rentre des jeux, est-ce que tu as des rêves en kayak qui se mettent dans ta tête? Oui. Je me dis, waouh, j'ai envie d'être champion olympique. Mais tu vois, c'est vraiment parce que je trouve ça bien. Mais par contre, je pense qu'à ce moment-là, je réalise pas vraiment ce que c'est d'être champion olympique. Je réalise pas vraiment tout le travail qu'il faut faire. Je vois juste qu'en fait, je sais pas, je me dis, c'est le plus grand événement en canoë-kayak et le fait de le gagner, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire que tu es le meilleur. Et en fait, je pense que c'est ça qui m'attire, c'est d'être le meilleur à ce moment-là. Est-ce que justement, tout à l'heure tu parlais, ta deuxième compétition, tu avais gagné. Est-ce que après, quand tu es passé Benjamin et minime, tu continuais à gagner? Non, pas toujours. Tu vois, Benjamin, minime, enfin, en tout cas, tout ce qui est poussin Benjamin, ça se joue plutôt au niveau régional. En fait, tu n'as pas trop d'événements national pour ces catégories-là, malheureusement. Et donc, du coup, voilà, la hiérarchie, elle changeait un petit peu, tu vois. En plus, c'est souvent par tranche de 2 ans. C'est-à-dire que tu es Benjamin 1, Benjamin 2, minime 1, minime 2, KD1, KD2. Et donc, forcément, à ces âges-là, quand tu es Benjamin 1 ou Benjamin 2, tu peux avoir des grandes différences de gabarit et de puissance aussi. Donc, quand j'étais Benjamin 1, c'était plus compliqué d'être, par exemple, devant, quoi. Alors que Benjamin 2, je crois que c'était plus facile pour moi. Là, honnêtement, je me rappelle plus bien, hein, c'est il y a 30 ans. mais en fonction des âges, oui, il y a des fois où je me faisais plus challenger que d'autres. Tu vois, je sais pas si tu as connu, il revient un petit peu sur le circuit Christophe Jacaton. Et de nom, ça me parle un peu. Ouais, à l'époque, il était de Quesnoy-sur-Dole, pas très loin de Lille. Et il avait un an de plus que moi. Donc, lui, c'était quelqu'un avec un gabarit vraiment imposant. Et je jouais pas quand j'étais Benjamin 1 ou même minime 1, je jouais pas avec lui. par la suite, j'ai rattrapé un peu mon retard, mais à cette époque-là, non, je ne jouais pas. Comment se sont passées les régates minimes pour toi quand tu étais minime 2? Est-ce que tu les as gagnées? Tu as fait podium? Comme tous ceux qui ont fait du haut niveau ou presque en kayak? Non. Non, moi, j'ai fait 8e mes 2 années de. En fait, en minime 1 et en minime 2, j'étais le meilleur régional de mon âge. Donc, j'avais la chance de courir le K1. Mais en K1, j'ai fait 8e à chaque fois. 8e en minime 1, 8e en minime 2. Par contre, en K4, justement, j'étais avec Christophe Jacaton et 2 autres gars. Et là, on avait fait une médaille quand j'étais minime 1. En minime 2, on fait 4e. Mais c'est original ça, parce que justement, je crois que c'est Vincent Lecrubier que j'avais interviewé au début du podcast, qui disait que selon des stats, tous ceux qui sont en équipe de France ou qui ont fait du haut niveau kayak avaient justement
fait des très bonnes places aux régates minimes. Et là, tu nous montres déjà l'inverse. Mais ouais, moi je crois que je suis hors des stats en fait. Tu vois, pour te donner un autre exemple, j'ai jamais fait d'équipe de France junior. Ok, bah alors comment ça s'est passé? Bah attends, parce que là, on est minime. Après, c'est quoi? C'est cadet. Donc cadet non Ouais. plus. T'es encore loin des autres. Ah mais ouais, cadet pour te donner, voilà, sur mes 4 années cadet junior, en KD1 au championnat de France, je fais série remorque. À l'époque, tu sais, il n'y avait pas C'est de quoi, finale. c'est quoi ces remorques? Bah, en fait, tu fais une série, puis après, tu mets ton bateau sur la remorque parce que c'est fini. Ah merde! Putain. Ok, ok. Donc voilà. En KD, je crois, je fais une demi-finale et je passe pas sur la. À l'époque, donc c'était finale A et B. En gros, c'était grande finale, petite finale. Et du coup, ouais, je fais une demi-finale et hop, remorque. En junior 1, série remorque encore une fois. Et puis en junior 2, par contre, je fais une médaille. En junior 2, je fais troisième. Mais les sélections équipe de France étant plus tôt dans la saison, j'avais fait sixième ex aequo et on avait été départagé à la muscu et du coup j'avais fait neuvième du coup et ils en prenaient 8 donc j'avais les boules. Et est-ce qu'à ce moment-là, justement, comme tu es un peu loin, est-ce que tu as quand même une scolarité adaptée? Tu es en sport-études? Pas du tout. Non, non, mes parents ils ont jamais voulu que je sois en sport-études. Euh, Ils étaient plutôt sur l'école privée. Et donc j'ai jamais intégré de système avant senior 2. J'ai jamais été sur une structure d'entraînement en dehors du club. Et tu vois, pour te donner une idée, en junior 1, je devais faire mercredi, samedi et un ou deux soirs par semaine en fait. C'est pour Ah ça aussi ouais. que j'avais pas le niveau. Par contre, en junior 2, j'ai forcé un peu mes parents en disant, bah, voilà, les grands, ils vont au club tous les soirs. Est-ce que je peux y aller tous les soirs? Et ma mère m'a dit, bah, écoute, si le travail à l'école suit, pour nous, c'est bon. Et du coup, le soir, je sortais de l'école, j'allais en courant m'entraîner, je rentrais en courant. Et puis comme ça m'augmentait ma semaine d'entraînement de 4 entraînements. Et voilà, c'est comme ça aussi que j'ai progressé plus rapidement cette année-là. Et comment tu fais pour rester motivé alors que pendant toutes ces années jusqu'à Junior 2, en fait, tu es loin des premiers? Mais je pense que ce qui m'a vraiment aidé, c'est que tous les ans, je progressais. Alors, je progressais peut-être pas dans le classement national, mais je progressais en termes de chrono, en termes techniques. Tu vois, tous les ans, alors j'étais tellement impliqué que je faisais des petites stats. Tu vois, je marquais tous mes temps à chaque compétition de l'année. Et en gros, je crois que je les ai encore d'ailleurs. Et en gros, tu vois, chaque année, je faisais un mini bilan et je voyais bien que bah, voilà, je gagnais 3, 4 secondes sur le 15-500 tous les ans. Et donc, je me disais, bah, c'est bon, je progresse, je progresse, je progresse. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a aidé à continuer, à persévérer. Ah ouais, c'est fou quand même parce qu'on voit que tu vois, t'as pas de scolarité adaptée. Je compare à tous ceux que j'ai interviewés, t'as pas de scolarité adaptée, donc tu t'entraînes après l'école. Les résultats suivent pas forcément sur l'eau, même si tu progresses. A priori, les autres continuent à progresser à la même vitesse, voire un peu plus vite. En junior 2, tu fais un podium, mais tu te fais sortir pour la muscu. Mais finalement, bon, Ouais. moi, je pense que les tests muscu, bon, c'était pas une bonne idée. Ça forçait d'un côté, c'était bien, mais de l'autre côté, bon, c'est quand même d'aller vite en bateau qui compte. Ouais. Donc finalement, ouais, c'était déjà un parcours un peu semé d'embûches, quoi, dès le début. Ouais, dès le début. Mais c'est pas fini, hein, il y en a eu d'autres après. Bah ouais, c'est ce que j'allais dire. Finalement, dès le début, c'était difficile, quoi. Est-ce que, je parle un peu psychologie, mais est-ce que dans ta famille, justement, il y a ce côté un peu, je sais pas comment on pourrait dire, persévérant, je sais pas si t'as des frères et sœurs ou tes parents qui sont comme ça, de pas lâcher, justement? Bon, en fait, mes parents, ils n'ont pas trop été dans le sport. Et après, je t'avoue, oui, ce qui est sûr, c'est que quand on commence quelque chose, en général, on va au bout et on le finit. Après, c'est difficile de comparer dans un autre domaine que celui du sport ce type de persévérance. En tout cas, ma sœur, elle a fait un petit peu de kayak aussi. Elle a fait de l'équipe de France, un petit peu. Ok, ah ouais, donc Euh, elle avait un bon niveau aussi.
Ouais. Mais elle a fait de l'équipe de France junior. Elle a fait un peu l'inverse de moi, c'est-à-dire elle a progressé très rapidement. Parce qu'en fait, elle est arrivée en même temps au club que moi, mais sauf qu'elle avait 4 ans de plus. Et donc, elle est arrivée, elle était minime, quoi, en gros. Et tout de suite, elle est arrivée enfin, en moins de 6 mois, elle était cadette. Et du coup, elle était tout de suite dans le système championnat de France, entraînement, etc. Et donc, elle a progressé très vite. Elle a été en équipe de France junior et ensuite, elle a stoppé pour ses études. Et du coup, voilà, un petit peu l'inverse de moi. Et toi, à ce moment-là, donc junior, quand t'es junior 2, c'est le moment du bac, non? C'est ça? Oui, tout à fait, ouais. Euh, Comment ça se passe pour toi après parce que tu continues le kayak, mais il y a les études aussi à continuer. Comment ça se passe? En fait, je fais une première année sur Boulogne. Donc, je suis à la fac, je m'entraîne tout seul. C'est un petit peu galère. Et là, ma sœur, elle avait fait des études sur l'île. Et en fait, je voulais faire pareil parce qu'il y avait un pôle espoir qui était à Lille, donc il y avait une structure d'entraînement. Et donc, j'avais vraiment envie d'aller chercher cette structure d'entraînement. À Boulogne, c'est quand même un club très canoë. Je parlais de Didier Hoyer tout à l'heure. Il y a eu beaucoup d'encadrement canoë. Et c'est pour ça que cette école de pagaie de séistes, elle perdure d'année en année. Par contre, chez les kayakistes, c'était un peu plus compliqué à ce moment-là d'avoir des retours techniques plus fins, en fait. Les fondamentaux, un séiste est à même de te les transmettre, mais les choses un peu plus fines de kayakiste, c'est un peu plus compliqué, on va dire. Et du coup, voilà, c'est aussi pour ça peut-être que j'ai mis un peu plus de temps à émerger. Et en tout cas, quand je suis arrivé à Lille, donc j'étais en licence 2 et j'ai intégré le pôle de Lille. À l'époque, c'était Manu Voinet, l'entraîneur. Et puis tout de suite, il y a eu de la complicité et puis on a monté le niveau de jeu direct, quoi. Moi, j'étais en équipe de France la première année que je suis arrivé sur le pôle. Et quand t'es arrivé au pôle, justement, parce que tu disais que tu t'entraînais tout seul quand t'étais encore juste après le bac la première année, est-ce que quand t'es arrivé justement au pôle de Lille, t'avais plus on va dire, de coéquipiers? Tu t'entraînais plus tout seul? Ouais. J'avais plus de coéquipiers. On était une dizaine, je crois. Il devait y avoir 3 ou 4 kayakом. Et en fait, j'avais pas forcément une grosse confrontation, mais en tout cas, j'avais surtout un entraîneur derrière moi quasiment tout le temps, quoi. En plus, on venait d'arriver avec Manu sur l'île et on était quasiment voisins sans le savoir. Et du coup, voilà, il y a eu une complicité vraiment qui s'est créée. On allait ensemble à l'entraînement, on revenait le soir ensemble. Il y a eu des grandes discussions, etc. Du coup, ça aide aussi à accélérer les choses, je pense. À ce moment-là, donc t'es senior 1, c'est ça? Senior 1, ouais. Et comment ça se passe pour que tu te qualifies, te sélectionnes en équipe de France? T'avais bien réussi les piges ou quelque chose comme ça? Senior 2, pardon. Senior 1, j'étais encore à Boulogne. Et donc, Senior 2, j'avais fait donc je me sélectionne en moins de 23. Et j'avais fait des sélections correctes, pas non plus dingues. À l'époque, quand même, ils prenaient parfois des équipes moins de 23 de 7 kayakistes, tu vois. Donc, du coup, ça ouvrait quand même pas mal la sélection. Et je me souviens parce que c'était assez drôle. En fait, sur ces sélections-là, tu partais directement le soir des sélections. C'est-à-dire que si tu avais réussi tes sélections, boum, tu restais sur place avec l'équipe de France et tu allais sur une compète, c'était une Coupe du Monde, je crois. Et en fait, moi, j'étais arrivé, tu vois, avec un sac sans fermeture éclair, enfin, le truc à l'arrache complet. Et quand on m'a dit, bah, il faut que tu restes là et tout, j'étais là avec mon sac tout ouvert, qui ne ferme pas et tout. La honte. Bref. Est-ce que tu avais des idoles à ce moment-là, des modèles? Ouais, c'était plutôt des pagayeurs internationaux. Tu vois, des Brabants, des Vancouverden, des mecs comme ça, quoi. Des mecs
qui était sur le devant de la scène. Et donc là, quand t'es pris, tu fais ta première compétition internationale alors? Ouais. C'était à Malines. C'était à Mechlem en Belge. C'était en Belgique. Et donc, c'était ma première compétition internationale. Et j'étais aligné, je sais plus, sur du 4 places, je crois. Biplace, 4 places. Et ça se passe comment pour toi? Ah bah, tu découvres ce que c'est l'international. Est-ce que c'est comme Non, tu l'imaginais? Plus ou moins, ouais. En fait, ça faisait drôle de découvrir le fonctionnement de l'équipe de France et tout ça, très structuré. Tu vois, Boulogne à ce moment-là, c'était un club un petit peu. J'ai toujours cette image-là. Ça fait un peu quand le village d'Astérix, il arrive quelque part. Tu vois, c'est tout le monde arrive. Il y a aucune comment dire. Enfin, c'est un peu la pagaille, quoi. Tout le monde arrive en bazar. Il n'y a pas de rang, il n'y a pas de. Enfin, voilà, c'est un peu de l'arrache. Et puis, tu arrives dans un système très structuré qui est l'équipe de France. Et du coup, ça fait un petit peu bizarre. Mais voilà, après, au niveau de la performance, j'étais pas non plus dingue, quoi. C'était nos premières expériences internationales. On était avec avec l'équipe de France senior. Et du coup, c'était intéressant aussi de partager ça, de voir comment les grands ils géraient leur compétition et tout ça, et comment toi tu t'abordais le truc et tu pouvais comparer assez facilement. Est-ce que c'était une consécration pour toi d'arriver en équipe de France? Ben ouais, c'était une première marche, ouais. C'était une première marche, c'était un objectif rempli. Tu vois, à ce moment-là, peut-être que l'objectif c'était simplement une sélection en équipe de France. Assez rapidement, c'est devenu des objectifs à l'international. Mais comme au début, tu connais pas vraiment ce que c'est l'international, bah, oui, à long terme, tu sais que tu veux être champion olympique. Mais comme tu te donnes des objectifs chaque année, bah là, l'objectif, c'était hop, une sélection équipe de France. Ok. Et donc là, quand tu rentres de cette compétition-là, j'imagine que tu es archi motivé pour t'entraîner encore plus, ou peut-être mieux, pour tout mettre Bah, en accord avec oui tes et non. ambitions. Oui et non, parce que quand même, la première, tu te prends une petite claque dans la tête. Hein. Surtout quand tu découvres le niveau international. Là, tu vois en direct combien de secondes il te manque pour être au top. Et du coup, dans un premier temps, faut le digérer tout ça. Et après, je pense, faut bien réfléchir et à dire, bah tiens, qu'est-ce que les autres mettent en place pour être aussi fort et qu'est-ce que moi je dois mettre en place. Et voilà, ça te fait réfléchir. C'est intéressant aussi de cette claque parce que je pense elle fait un peu le tri, tu vois. C'est soit, voilà, t'es prêt tu te rends compte de la différence de niveau, donc soit tu es prêt à aller chercher cette différence, soit tu te dis bon bah voilà, je l'aurai jamais, c'est peut-être l'occasion pour moi de passer à autre chose. Qu'est-ce qui te manquait pour être proche des gars techniquement Euh, ou autre chose? je pense que c'était une approche qualitative de l'entraînement. Tu vois, étant plus jeune, j'étais très quantitatif, très tu vois, moi, l'objectif c'était de faire, par exemple, le plus de kilomètres possible. Plus je faisais une séance super dure, et plus ça voulait dire que je m'entraînais fort. Euh, plus j'étais longtemps en muscu, ou plus je mettais de poids sur la barre, et plus j'étais fort. Mais sans réfléchir tu vois, par exemple, si je fais 20 bornes, à me dire, bah, il faut que je fasse les 20 bornes, mais proprement, en bien pagayant, etc. Tu vois, il n'y avait pas cet aspect-là. C'était l'aspect, je fais 20 bornes, quoi. Enfin, je tire un petit peu, je grossis un petit peu le trait, hein. Mais je pense, avec le recul, c'était plutôt ça. Et après, j'ai eu une deuxième phase où où j'ai mis du qualitatif sur tout ça. Et une troisième phase où, en gros, j'ai fait de la quantité de qualité. Et c'est pour moi ça qui est le plus important à faire. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'athlètes de haut niveau qui passent un peu par ces étapes-là, à savoir beaucoup de quantité, parce qu'au début, tu crois que c'est la quantité, après la qualité, et après, une fois que tu as chopé la qualité, bah, tu essayes de faire de la quantité de qualité, non? Ouais, sûrement, ouais. Sûrement. Moi, je pense que c'est important. Mais tu vois, ce qui est dommage, enfin, je pourrais me dire que aujourd'hui, on devrait plus proposer de la qualité quand tu es jeune,
que justement, quand tu es jeune, tu as moins de volume d'entraînement. Et en plus de ça, tu as moins de capacité physique, tu as moins de plein de choses. Donc, si on proposait de la qualité, si on apprenait à bien pagayer directement, ou en tout cas à avoir les fondamentaux techniques directs à nos athlètes. Alors, je sais qu'on essaye de faire ça. Hein. Je remets pas du tout en cause les entraîneurs de club ou le système actuel, mais peut-être être un peu plus vigilant encore là-dessus et ensuite mettre de la viande sur le sportif, leur faire de la muscu, etc. Tu vois, quand je dis ça, de la qualité, c'est aussi en muscu. Chez les jeunes, souvent, c'est un peu comme avoir le meilleur bateau, tu vois. Il faut soulever le plus lourd. Sauf que des fois, au détriment du geste technique, tu vas pomper, par exemple en développé couché, tu vas vriller, tu vas pousser de n'importe quel muscle pour que ça soulève la barre. Sauf que des fois, je pense que ce serait important de faire attention à la posture, de faire attention au placement. Et quand tu es jeune, et pas faire des concours de kilos, je pense que c'est tout ce qui est propreté technique, qualité d'exécution, ça devrait être chez les jeunes parfait, quoi. Et ensuite, plus tu grandis, plus tu vas vers le haut niveau, plus tu mets de la quantité là-dessus. Et tu vois, ça éviterait, je pense, plein de choses, plein de blessures par la suite, plein de déconstruction pour reconstruire quelque chose de bien. Tu vois, moi, par exemple, j'ai appris à pagayer pas très bien au début. J'ai dû déconstruire cette technique pour ensuite refaire des bornes en pagayant bien. Pareil en muscu. En musculation, ce qui m'apportait, c'était le produit fini. C'est-à-dire que en muscu, c'est soulever le poids. Moi, je te soulève le poids. Peu importe si j'ai utilisé le bon muscle ou pas. Alors que, quand même, avec le recul, tu te dis, c'est quand même important de réaliser le geste de la manière correcte. Non, mais c'est sûr que si tu fais de la muscu et que tu utilises tous les mauvais muscles et pas ceux que tu vas utiliser au kayak, ça sert à rien, quoi. C'est là, en fait, tu te crèves pour rien et en plus, tu t'abîmes, quoi. Là, c'est sûr que c'est jackpot, quoi. C'est ça. Et justement, en parlant de blessures, c'est un sujet sur lequel je voulais discuter avec toi parce que j'ai l'impression que, comme je disais, moi, je suis un peu ta carrière dans l'ombre depuis un moment et j'ai l'impression que t'as régulièrement des petites blessures et en même temps, en faisant mes recherches, j'ai vu que tu avais émergé assez tard et on le voit dans ton parcours à haut niveau. Est-ce que tu te souviens de ta première blessure et comment c'est arrivé? Moi, comment dire, ma première blessure grave, c'était une grosse entorse, on va dire, une grosse entorse en stage. J'étais en retard chez le kiné et j'ai couru dans l'escalier et je me suis gaufré. Ok, bon, pas de bol, quoi. Ouais, non, moi, des blessures graves, en fait, dans mon activité, j'en ai jamais vraiment eu en kayak. En kayak, je me suis jamais vraiment blessé gravement, ou en tout cas quelque chose qui nécessite un arrêt de pratique pendant de longues semaines. Je me suis toujours blessé sur les activités annexes. Tu vois, là, si je prends à l'envers, l'année dernière, je me pète le ligament de l'épaule, c'était en vélo. L'année d'avant, je me fais une cheville en marchant et en glissant. Un coup en sport co, je me suis fracturé le coude. Enfin, tu vois, ça a toujours été sur des activités plutôt PPG et jamais vraiment en bateau. Après, j'ai eu des tendinites aux épaules quand j'étais plus jeune, en junior. Mais ça, c'était vraiment avec les tests muscu, là, les tests 2 minutes avec 50 kilos. Moi, en fait, c'était des charges qui étaient trop élevées pour moi. Tu vois, en 2 minutes, je devais faire 20 reps, je crois, en tout. Et en fait, c'est des trucs, ça me flinguait les épaules. Après, je pouvais même plus pagayer, en fait. Donc, voilà, c'est des choses plutôt hors bateau qui m'ont blessé. Ah, c'est marrant ça. Et donc justement, ces trucs hors bateau. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, je vais un peu plus loin, est-ce que tu ne fais plus d'activités justement dangereuses en dehors du bateau, qui pourraient être dangereuses? Si, t'es obligé. Hein, quand t'es sportif, t'es obligé de compléter ta préparation avec des activités annexes. Et après, le côté dangereux, tu sais, tu traverses la route, c'est dangereux en fait. Donc à partir de là, tu fais plus grand chose.
Mais disons que j'essaye dans des périodes plus d'identifier des périodes plus propices pour prendre peut-être des risques ou en tout cas faire des activités un peu plus à risque. Type, tu vois, par exemple, l'hiver, je vais être plus sur du VTT, par exemple. Et peut-être qu'à l'approche des cours, si j'ai besoin de faire du vélo, je vais être plus sur du vélo de route. Tu vois, c'est peut-être un peu moins risqué. Ce genre de choses, tu vois. Est-ce que tu fais du ski de fond aussi l'hiver? Alors, moi, en me spécialisant sur le 200, j'ai arrêté de me préparer sur le ski de fond. Par contre, c'est quelque chose que je faisais avant, ouais. Tu vois, moi, j'ai pas été, comme j'ai pas connu les stages équipe de France, les stages comme ça, et que j'habite dans le Nord, j'ai fait très peu de ski étant jeune. Et j'ai dû faire ma première fois de ski en junior 2 sur un stage régional, tu vois. Donc, j'en ai pas fait beaucoup non plus. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai un petit niveau en ski qui me permet de faire des stages, de faire des stages équipe. En ski, je suis pas loin de là, parmi les meilleurs. Mais voilà, ça me permet de faire le travail qui est demandé et d'avoir les effets escomptés. Là, avec la reprise, en tout cas, si je venais à continuer jusque encore quelques années, je remettrais le ski dans ma préparation. Est-ce que tu as fait ou est-ce que tu fais des coupures l'hiver de kayak? Un petit peu. En fait, ces derniers temps, j'ai essayé plusieurs trucs. En gros, là aujourd'hui, je suis plutôt sur une coupure partielle. C'est-à-dire que j'essaye de garder une vitesse et une B2 par semaine sur, sur un mois de pratique. Et en gros, ce mois où il y a beaucoup de musculation, en gros en janvier, là, décembre-janvier, on met beaucoup l'accent sur la musculation et ces mois-ci, j'essaye quand même de garder deux séances à dominante aérobie, hein, où il y a principalement de l'EB1, mais où il va y avoir un petit travail quand même en vitesse ou un petit travail en puissance aérobie pour entretenir ces filières. Ok, ouais, donc t'es quand même t'es moins sur l'eau, mais tu gardes quand même, on va dire, un contact avec l'eau pour pas perdre non plus ton geste ou Ouais. ta vitesse de base, on va dire. Ouais, c'est ça. Mais bon, ça, c'est ce que j'ai fait ces dernières années. Avant, avant j'avais des fois la coupure. Déjà, quand tu pars au ski, tu as forcément la coupure. Et tu vois, ça allait aussi bien, hein, ça allait très bien. C'est juste que je voulais perdre moins de temps à retrouver mes sensations derrière. Ok. Je reviens sur ton parcours. Donc Senior 2, tu fais tes premières compètes internationales. Comment tu progresses après? Est-ce que tu continues à faire dans ton cahier à marquer les secondes que tu gagnes et tu continues à gagner des secondes chaque année ou des demi-secondes à ce niveau-là? Est-ce que tu te remotives rapidement? Comment ça s'enchaîne? Ouais, écoute, après, il y a eu aussi, en fait, soit c'était des progressions au niveau chrono, soit c'était des progressions dans la hiérarchie. Et tu vois, par exemple, en 2003, donc l'année d'après, en fait, je me resélectionne en équipe moins de 23. Mais en fait, sur une Coupe du Monde, on bat le K4 senior sur la Coupe du Monde. Et en fait, du coup, ça fout un petit peu la merde. Du coup, à cette époque-là, il y avait le test event de Athènes, donc en 2003, ouais, c'est ça. Et en fait, c'était l'échéance terminale des moins de 23. Et donc, nous, on était alignés là-bas. Et comme on avait battu les seniors sur la première Coupe du Monde, ils ont envoyé les seniors aussi là-bas. Et on était en pige les deux K4, quoi. Et comme on les a rebattus, on s'est retrouvé au championnat du monde senior un mois plus tard aux États-Unis, un petit peu pas à l'arrache, mais en tout cas, on s'y attendait pas, on n'était pas programmé pour cette échéance-là, et du coup, ça a fait un peu bizarre, quoi. Et donc là, tu vois, je me suis dit, là, il y a eu une progression. Je suis passé de championnat d'Europe moins de 23, et là, je suis sur un championnat du monde senior. Ensuite, l'année d'après, je n'ai pas fait de senior, je suis redescendu en moins de 23, mais on est médaillé au championnat d'Europe en K4.
Voilà, en fait, à chaque fois, il y avait soit le chrono qui s'améliorait, soit la performance proprement dite dans le classement international qui était de plus en plus significative. Là, tu parles beaucoup d'équipage. Quand est-ce que tu as fait tes premières compétitions internationales en monoplace? Alors, j'en ai fait quelques-unes au travers de ces années-là. J'étais parfois aligné sur un K 1000 ou un K 500, mais c'était pas la priorité en tout cas. C'était en plus pour faire du volume de course. Mais mes premières échéances en mono, c'était 2011, non 2010, pardon. 2010, ouais. 2010, en fait, je suis le dernier prix sur le 1000 dans l'équipe de France. Et en fait, Christophe Rouffet, qui était le directeur des équipes de France à cette époque-là, il me propose de m'aligner sur le K1000 en international. Et avec l'esprit, pas de me punir, mais plus de dire, bah voilà, t'es le dernier prix, t'es entre guillemets le moins bon de la France là, sur cette discipline. Va chercher de l'expérience en international pour progresser, pour, pour vraiment te spécialiser sur ça cette année et prendre ce qu'il y a à prendre, quoi. Et franchement, ça a été plutôt une réussite en tout cas. Au départ, j'avais pris ça un petit peu comme une punition en me disant, bah merde, en France, je fais 2 de la finale B sur le K1000. Et parce qu'à ce moment-là, il y avait la sélection, elle se faisait sur l'addition de plusieurs courses. En fait, tu avais 1000 et 2 fois 500. Du coup, j'avais été pris en ayant fait 2 de la B du 1000. Donc, Okay. quand tu te retrouves en international, tu te dis, bon, je suis déjà 10e français, ça va être compliqué. Et puis, en fait, non, ça s'est plutôt bien passé avec François During, qui était l'entraîneur national, qui était mon référent à ce moment-là. On avait bien bossé. J'avais bossé aussi sur la prépa mentale. C'était la première année où je le mettais en place. Et ça m'avait bien permis de progresser sur le 1000. Sur la première Coupe du Monde, je fais 2 de la B. Sur la deuxième, je passe en finale A. Et puis après, je suis finaliste au championnat d'Europe et finaliste au championnat du monde. Ah ouais, bah énorme alors. Ben ouais. À la fin, je suis 8e mondial et donc je deviens élite en fait. Je deviens élite sur les listes ministérielles et ça m'ouvre des portes, ça m'ouvre des stages. Et donc à partir de là, je dirais que c'est vraiment là où le très haut niveau a commencé. Et entre-temps, entre 2003 et 2010, tu t'entraînais où? En fait, j'ai fait 2003-2004, j'étais sur le pôle espoir de Lille, toujours. En 2005, j'étais encore à Lille, pardon. 2006, j'ai tenté l'aventure INSEP, Pôle France de Verre. Ça a été une catastrophe. Pourquoi? Parce que à cette époque-là, moi, j'étais étudiant à l'INSEP. Tout le monde n'était pas étudiant. D'ailleurs, il y avait très peu d'étudiants au final. Et du coup, moi, j'avais des horaires à respecter. Et en fait, quand je finissais les cours, il fallait que j'aille à l'entraînement à Vers, qui se situe à 25 km de l'INSEP. Et j'avais pas de voiture. Sauf que tout le monde était déjà parti parce que ça les faisait chier d'attendre mon heure de sortie. Et en fait, du coup, j'étais tout seul, je pouvais pas vraiment m'entraîner. J'ai fait beaucoup de courses à pied cette année-là. Et il n'y avait pas le système de navette qu'il y a actuellement. Depuis, ils ont mis un minibus à dispo pour les INSEPiens, et ce qui permet de partir tous ensemble à l'entraînement et de faire les séances ensemble. Donc du coup, 2006 ça a été la cata et direct je suis revenu sur Lille. Sauf que j'ai pu faire qu'une seule année parce qu'après j'avais passé l'âge et que la Fédé a décidé que les plus de moins de 23 pouvaient pas rester sur les pôles espoirs. Et donc je suis retourné en club. Et en gros, de 2007 à 2010, j'étais en club. Mes parents ils m'ont dit t'es gentil garçon, mais à un moment donné, nous on peut plus payer pour toi, va falloir que tu travailles. Et donc j'ai commencé à rentrer dans la vie active en 2007. Donc j'ai travaillé dans un premier temps au Charawal. J'étais moniteur de Charawal grâce à mon BE kayak. En gros, quand il n'y avait pas de vent, je faisais les sorties kayak. Et quand il y avait du vent, j'avais réussi à avoir un monitorat Charawal, donc j'encadrais le char. Et puis au bout de 2 ans, le club de kayak m'a proposé un poste.
Et donc, j'ai travaillé au club. Et donc, au début, c'était du 35 heures. Donc, je m'entraînais le matin à 6 heures, entre midi et 2, et puis le soir après 18 heures. J'ai fait quelques années comme ça où c'était quand même dur. Et surtout, en fait, j'étais dernier prix en équipe de France. Donc, à un moment donné, il y a eu Didier Oyer, encore lui, qui est devenu président du club. Et j'ai été le voir et je lui ai proposé un deal. C'était, est-ce que je peux faire un mi-temps, en gros, de septembre jusqu'aux piges, jusqu'aux sélections nationales. Si je passe, on reste sur le mi-temps et puis on trouve des solutions avec des partenaires, etc. Si je passe pas, toutes les heures que j'ai pas fait de septembre jusqu'aux sélections, je te les rattrape l'été parce que l'été, la saison kayak, elle est avec tous les groupes qui passent, tu peux vite faire des heures à gogo, quoi. Et en fait, ça a payé direct parce que du coup, je suis passé au pige et cette fois-ci, j'étais plus le dernier à passer, quoi. Et donc, j'ai pu intégrer des bateaux. En tout cas, j'ai pu m'exprimer à l'international et c'est là où j'ai commencé aussi à arriver sur la scène internationale, ce qui m'a permis aussi derrière d'avoir des sponsors, d'avoir les collectivités territoriales qui s'intéressent à toi et donc qui financent ton poste. Et puis c'est comme ça qu'on a réussi à monter une CIP au niveau local avec toutes les collectivités et puis quelques partenaires. Ouais, j'allais dire, t'as pris un sacré pari, hein. T'allais bosser, hein, là. Ouais, c'est clair. Toi, justement, là, tu parlais du 1000. Donc, t'as commencé, en fait, par te spécialiser sur le 1000 ou sur le 500? Ouais. En fait, moi, je suis arrivé, il n'y avait pas encore le 200 olympique. Le 200 olympique, il a été annoncé en 2010. Donc, avant, c'était 500 et 1000 avec une dominante 1000 parce qu'il y avait K1, K2, K4 1000 contre K1, K2, 500. Et avec toujours, comme aujourd'hui, un peu le bateau phare qui étant le K4. Et en fait, donc, moi, j'ai tenté ça, quoi. J'ai tenté cette aventure-là. Et puis, je me suis retrouvé qu'à 1000 en 2010, ce qui m'a apporté beaucoup, puisqu'en 2011, derrière, je crois que je fais deuxième du 1000, deuxième français au pige, deuxième du K1 1000. Et j'arrive même à rentrer dans les 4 premiers, ce qui m'ouvre la porte du K4 français, qui en 2010 était champion du monde. Et donc en 2011, là je me retrouve dans le K4, mais ça se passe pas super bien. On n'arrive pas à s'exprimer. Il y a un petit peu d'histoire aussi du fait que le K4 champion du monde n'a pas été reconduit. Donc un peu d'incompréhension de la part des équipiers qui sont encore dans le bateau, etc. Donc c'était pas évident, c'était pas facile à vivre pour eux comme pour moi. Et puis on se plante. Donc je me fais débarquer du K4 en milieu de saison. Et puis donc c'est le 5e qui rentre dans le bateau. Et puis moi on me propose soit tu refais le K1 1000, soit tu fais le K1 200. Tu choisis. Et oui, il y avait une petite anecdote que j'ai oubliée, c'est qu'en fait aux sélections nationales cette année-là, j'étais je fais ma série du K1 1000 et j'étais parti tout confiant puisque j'étais 8e mondial l'année d'avant. J'y vais, papa, je mets un rythme de dingue en me disant c'est moi le boss, c'est moi qui vais gagner. Et puis en fait au 500 j'explose complet, je me retrouve 7e, un truc comme ça. Je sors de bateau, je vais voir mon coach, je dis j'arrête, franchement j'abandonne, K1 1000 c'est pourri, j'aime pas ça, c'est nul. J'avais fait un test VO2 2 semaines avant, j'avais une VO2 de canard. Je me dis, regarde, j'ai pas les aptitudes pour faire du 1000. Et bon, le coach avait su me raisonner, avait su trouver les mots. Il m'avait même dit un truc du genre, tu vas rentrer chez toi, tu vas te regarder dans la glace, tu pourras même pas te regarder dans la glace. Bref, j'y étais retourné et puis en effet, j'avais géré un peu plus ma course. Et puis j'avais fait une super demi et puis une 2e place en finale. Bref, tout ça pour dire que au moment de choisir entre le K1 1000 et le K1 200 en 2011, je dis au coach, K1 1000 du coup. Puis le coach m'avait dit, je sais pas quand même, au pire, rappelle-toi ce que tu m'as dit. Le K1 1000, tu voulais pas y aller, ça te branchait pas, tu avais l'air plus d'avoir envie pour un K1 200.
Et du coup, c'est comme ça que le K1 200 a commencé, en fait. On a dit, ah bah ouais, tiens, on va essayer, on va tenter ça. Et comment ça s'est passé alors cet entraînement pour le 200 parce que c'était complètement différent de l'entraînement pour le 1000, non déjà? Bah ouais, complètement. Et surtout, on était au mois de juin, quoi. Donc, on est au mois de juin pour préparer les championnats du monde qui ouvrent les quotas au mois d'août. Donc, on a basculé complètement. On a travaillé ensemble sur un programme 200. Alors, honnêtement, hein, quand on regarde ce qu'on faisait à l'époque et ceux d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Mais voilà, on a basculé tout doucement sur du 200 en amenant de plus en plus de sprints, de séances beaucoup plus orientées, beaucoup plus spécialisées sur le 200 en fait, mais en gardant quand même une certaine trame du 1000. En gros, c'est la trame du 1000 qui s'est orientée vers de la vitesse. On n'a pas changé du tout au tout, tu vois. Et ça a été vraiment intelligent de la part de François During parce que comme ça, on a pu voir ce qui marchait pas et le fait de pas changer tout d'un coup, on a pu vraiment tirer des enseignements sur ce qu'il fallait pour le sprint et si quelqu'un doublait par exemple 200 000 comme ça a pu être le cas par exemple Seb et Arnaud, tu vois, d'avoir des programmes qui tiennent la route. Et donc Et t'avais des qualités de vitesse de base, tu te sentais que le 200 ça allait être bon pour toi ou tu y allais un peu comme ça au début? Ouais, j'aimais bien la vitesse. J'étais pas le meilleur français à ce moment-là, mais je me faisais plaisir, tu vois. J'avais des petites qualités, ouais. Je les avais pas développées à 100%, mais je pense qu'elles étaient quand même présentes. Et du coup, ça m'a plu aussi ce côté un petit peu pionnier d'aller explorer une discipline, une nouvelle discipline et aller explorer les méthodes d'entraînement, aller explorer un peu faire des laboratoires d'essais, de séances, essayer, et puis à la fin dire ça c'est pas mal, ça c'est pas mal, mais en toute franchise, quoi, parce que tu sais que tu peux pas te mentir à toi-même. Et du coup, avec le coach, c'était vraiment intéressant. C'était sympa, tu vois. C'était la période aussi où j'étais très acteur. Tu vois, je lisais des études scientifiques sur le sprint. Et puis, je revenais tout content voir François en disant tiens, gars, j'ai lu ça. Comment on peut le transposer dans le kayak? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on peut le mettre en place? Puis bon, des fois, il stoppait. Il disait non, mais là, tu vas trop loin. ou alors, oui, ça peut être intéressant. Vas-y, on va essayer. On va mettre en place des choses. Et en fait, chacun notre tour, soit c'était lui, soit c'était moi, on avançait comme ça. Et du coup, c'était très, très enrichissant en ce moment. Et comment ça se passe alors tes championnats du monde en 2011 sur le 200? Ça s'est passé plutôt pas mal. Au final, je fais 4e, donc j'ouvre le quota. Et ça a été chaud parce qu'en demi-finale, tu vois, c'était les 4 demi-finales, donc les 2 premiers plus le 3e meilleur temps. Et dans ma demi, je fais 3e. Putain, et tout le monde, tu sais, je regarde le bord, personne ne savait. Je dis putain et tout. Je suis pas appelé à la peser. Je dis c'est mort et tout. Je vais faire mon tour de récup. J'étais au bout de ma vie. Je dis non mais là ça fait chier. Ils font chier. Ils m'ont mis sur le 200, sur le 200 et tout. C'était un projet, c'était chaud en 2 mois de pouvoir performer et tout. Bon, c'est tout. Puis je reviens et là tout le monde me félicite et tout. Je dis oh putain cool, c'est bon, c'est passé. C'est passé au 3e temps et du coup je me suis retrouvé en finale et là en finale voilà, tout est possible en finale. Et donc 4e, ouais. Et donc les Jeux l'année d'après? Les Jeux l'année d'après, tout à fait. Et donc là ça a été vraiment sur la même lancée avec François. On a bossé en se spécialisant de plus en plus sur le 200 mètres et puis 4e également au jeu. Là, j'avais un petit peu de regret parce que ça passe vraiment pas à grand chose la médaille olympique. Non, mais c'est super quand même. En 2 ans, tu passes si près. C'est énorme. C'est sûr. 2 ans avant, tu me dis tu vas faire 4 au jeu. Où est-ce que je signe? Ça, c'était certain. Mais après, quand tu fais 4 à 3 centièmes de la médaille, tu dis putain, qu'est-ce que j'ai raté, quoi. Tu revois ta course pendant je sais pas combien de fois. Et alors, qu'est-ce que t'avais raté? Aujourd'hui, je saurais pas dire. Tu vois, je pense que ça manquait peut-être un peu de folie, un peu
Et peut-être le lancer de bateau aussi, qui est un petit peu tôt sur la course. Mais après, on peut pas la refaire, donc de toute façon. Ah bah, en tout cas, c'est super là. Bah, j'imagine là, t'es 4e olympique, comme dit en 2010 là, donc tu deviens élite. Donc là, j'imagine que ça y est, bah, tu commences à avoir des sponsors qui t'accompagnent, peut-être à pouvoir vivre du kayak. Non, pas du tout. Non, ah merde. Non. Franchement, 4e olympique, malheureusement, dans notre sport, c'est pas grand-chose en fait. Tu reviens au pays, tu restes anonyme. Bon, peut-être pas dans la discipline, en course en ligne. Et encore, tu vois, t'es peut-être monté un petit peu, mais en termes de notoriété, les gens te reconnaissent. Mais ce qui est sûr, c'est que en dehors du kayak, t'es un anonyme complet, personne te connaît. Et par contre, 4 ans plus tard, quand il y a la médaille, là, ça n'a rien à voir. Là, tu deviens. C'est là où tu vas chercher des partenaires, c'est là où tu es invité dans des sphères complètement différentes et où il y a le monde économique et qui te permettent de trouver des partenaires. Mais avant ça, avant Rio, non, j'avais quasiment aucun partenaire. Ok, donc là, tu continuais à bosser à mi-temps alors. Non, parce qu'en fait, je suis comment dire. En fait, grâce au montage de ma CIP avec le club, comme le niveau augmente, les subventions territoriales augmentent également. Et plus il y a de subventions, plus ça enlève d'heures de travail à faire. Parce que ce que je voulais dire, c'est que je gagne pas ma vie du kayak ou des sponsors. Par contre, c'est eux qui payent mon salaire. Ok. Ouais, donc là, de 2012 à 2016, alors j'imagine que là, c'est l'objectif médaille, voir le titre. J'imagine que là, à ce moment-là, quand t'es 4e après 2 mois d'entraînement, qu'il y a un an d'entraînement, tu te dis, le but c'est le titre, donc tu y vas à fond. Exactement. Là, qu'est-ce que tu mets en place alors à ce moment-là? Là, c'est vraiment un brainstorming permanent en me disant mais qu'est-ce que je peux améliorer. Alors au début de manière directe, c'est-à-dire techniquement, physiquement, et de plus en plus de manière indirecte. Tu vois, la nutrition, qu'est-ce que dans la préparation physique je peux améliorer. Tu vois, là c'est pareil. Les études qui au départ étaient vraiment sprint, les études après elles vont porter sur la musculation en sprint. Tu vois, j'avais lu des fois un truc, c'était une étude des Anglais qui disait quand tu travailles lourd, ça va te permettre d'être plus performant sur la phase de départ. Et quand tu travailles rapide, ça va être plus, entre guillemets, le train de course sur un 200. Bref, voilà, il y a tout des petites études comme ça qui sont un peu plus indirectes parce qu'elles traitent plutôt la préparation physique plutôt que l'entraînement spécifique, mais qui sont qui vont du coup venir améliorer, enrichir mon quotidien. Et j'essaye d'être au top partout, essayer de monter les curves vraiment partout, à un point peut-être obsessionnel. D'ailleurs, ça a été ça un peu le bilan de Rio, c'est que à force d'être obsessionnel sur cette médaille d'or, j'ai peut-être perdu du jus aussi à vouloir tout contrôler, à vouloir à être perfectionniste dans tous les domaines et tout ça. Ouais, tu dis ça, t'es pas passé loin. Hein. Moi, la course, je l'ai vu plein de fois. Oui, moi aussi, je l'ai vu. Oh putain, t'es pas loin. T'es là, on se dit oh putain, c'est bon. Et putain, il manque rien quoi. Hein. Tu te dis ah putain, c'était vraiment pas loin quoi. Ouais, c'est clair. Et du coup, tu vois là pour Tokyo par exemple, ça a été un peu ça. L'idée, c'était de dire ok, j'étais peut-être trop obsessionnel, je vais essayer de l'être moins. Mais tu vois, là, par exemple, à chaud, je peux tout de suite te dire que Tokyo, je l'ai été trop pas assez, justement. Ouais, mais attends, à Tokyo, t'as eu plein de pépins. Tu vois, t'as eu l'épaule l'année dernière. Là, j'ai vu que quand il y avait les piges, t'as eu le dos. T'avais le dos qui te faisait énormément souffrir. Ouais. T'as eu plein de petites galères, en fait, qui fait que t'as pas pu arriver à ton top du top. J'ai regardé toutes tes courses aussi. Et moi, je trouve que techniquement, t'étais pas mal. Hein. Franchement, t'étais bien. Hein. Après, il t'a manqué, comme tu l'as dit dans l'interview, je crois, sur l'équipe, peut-être des automatismes ou tu vois, si t'avais pas eu les blessures, on sait pas, hein, mais franchement, t'as fait des belles courses quand même. Oui. Mais tu vois, les blessures, peut-être que ça vient aussi d'un. On sait pas, tu vois, les blessures, ok, le corps vieillit, etc. Mais des fois, il y a aussi peut-être
l'alimentation, le sommeil et le fait d'être un peu moins obsessionnel. Des fois, t'es peut-être pas laxiste, mais t'es en tout cas peut-être moins exigeant sur certaines choses et ça peut parfois, je pense, faire la différence. Je reviens sur après les Jeux de 2012 jusqu'à Rio. Comment ça se passe les Ouais. compétitions internationales à ce moment-là pour toi? Est-ce que tu fais des podiums? Est-ce que tu te classes Bah bien? là, c'est les 30 glorieuses pour moi. Non, mais là honnêtement, cette Olympiade-là, c'était vraiment génial parce que quasiment sur chaque échéance terminale, je suis médaillé. Tu vois, par exemple, 2013, on est médaillé aux Europes, on est médaillé au championnat du monde. Dans un premier temps, donc, je me prépare sur le K2 200 avec Seb Jouve. Donc là, on est parce que le K2 200 est distance olympique. Et donc, on met la priorité sur ce bateau. Donc, je laisse le mono un petit peu de côté. On prépare ce K2-là. On fait 4 en 2013. Mais on a couru le K2 500 aussi. Et là, on fait 3. Donc, on fait une médaille. Et on avait fait 3 aux Europes. Après 2014, c'était Moscou. Là, pareil, on fait le K2. Et là, on fait 3e sur la distance olympique. Après, on fait le relais 4 fois 200 mètres en K1. Et là, pareil, on est médaillé. Et là, je me rends compte aussi qu'en K1, tu vois, parce qu'en fait, le premier relayeur, c'était moi. Et au moment où on fait notre relais, il y a tous les autres K1 200 des autres équipes qui étaient dans la finale quasiment des championnats du monde. Et en fait, ce premier relais, je le passe en tête. Et du coup, je me dis, ah, quand même, je suis aussi dans le coup en mono, en fait. Et puis, en 2015, donc, on a toujours cet objectif K2. Sauf que notre entraîneur, il nous dit, on va faire du volume de course, donc je vais vous inscrire aussi en K1. Et en fait, on a participé à 2 Coupes du Monde, et sur les 2 Coupes du Monde, je gagne le K1 200. Ouais, putain, Et donc, super. ouais, et du coup, le coach, il dit, on va peut-être t'inscrire quand même au championnat du monde en K1 200, vu que le programme le permet, et vu tes résultats, vas-y, on va faire ça. Et du coup, au championnat du monde, c'est là où je fais 2 en K1 et on fait 4 en K2, donc on ouvre les quotas. Et puis après l'année des Jeux, le K2, ça a été un peu plus compliqué. On a eu du mal avec Seb. En fait, je vais être franc, on n'était pas les meilleurs amis du monde. Mais par contre, on avait tous les deux un objectif très très ciblé. On voulait tous les deux faire des médailles au jeu. Et mais je pense que l'année olympique, je sais pas, on s'est un petit peu perdu, on s'est un petit peu, je sais pas, on a l'osmose qu'il y avait sur les années précédentes, elle était un peu moins présente. Peut-être un petit manque de confiance l'un à l'autre, je sais pas. Qu'est-ce qui a provoqué ça? Mais bon, en tout cas, voilà, le résultat, il se fait ressentir direct. On termine 7e au jeu, et alors que je pense qu'on avait un bateau qui pouvait être médailleur. Ah, c'est quand même pas mal. Moi, je me souviens de la Non, vidéo oui. avec Seb Jouve dans la piscine. Je me souviens Ouais. celle qui est sur YouTube. Ouais, tu vois, on avait mis en place aussi des trucs de dingue. Hein. On avait été en piscine pour tester, tu sais, avec des caméras rapides, voir le nombre de coups de pagaie qu'on mettait sur les starts, etc. On travaillait avec Ralph Hippolyte sur les préférences motrices, etc. Oui, je me souviens Être... d'une vidéo où justement même tu faisais les réflexes archaïques, tu essayais de dissocier tes orteils Ouais. du reste. Ouais, aussi, ouais. Et ça, c'est aussi la proprio pour renforcer la voûte plantaire, etc. Mais c'est ouais, exactement. Tu vois, on allait chercher vraiment tous les petits détails. Tu vois, quand je parlais de brainstorming sur la performance, c'était ça en fait. C'était vraiment dire où est-ce que je peux aller chercher le petit détail. Et tu vois, quand on parle de gainage, par exemple, souvent entre guillemets le commun des mortels va dire gainage c'est abdos, lombaire, oblique. C'est la ceinture abdominale. Sauf qu'en fait, gainage, pour moi, c'est toutes les articulations. À partir du moment où tu as une articulation qui travaille, que ce soit poignet, coude, épaule, bassin, genou, cheville, et la force, elle va passer de la pagaie au bateau, au cale-pied, à travers toutes ces articulations-là, le gainage, et toutes ces articulations-là, elles doivent être gainées, en fait.
Il doit y avoir aucune fuite de force à chaque passage d'articulation. Et tu vois, c'est ça, c'est des petits détails-là qu'on va aller chercher en travaillant avec la proprioception, avec tout ça. J'ai vu justement que tu faisais du yoga, je crois que j'ai vu ça récemment. Tu avais fait Ouais, avant les jeux, donc. Ouais, donc... ouais, j'en ai plus. Ouais. Bah, oui, avant les Jeux de Rio, c'était du yoga, ouais. J'ai pas encore mis le Pilate en place. Moi, pour être franc, c'est pas le côté spirituel qui m'attire, mais c'était plus le côté un petit peu gainage, souplesse, les bonnes postures, et pour aussi enlever toutes les tensions, qui m'attirent. Tout comme le Pilate aussi. C'est deux activités qu'on dit souvent gym douce, mais bon, c'est pas si doux que ça. Si tu veux te mettre c'est pas si doux, ouais. une petite misère, tu peux te la mettre. Mais je pense que c'est très, très intéressant. Et surtout dans le discours, notamment du Pilate, je le trouve vraiment très, très intéressant à partir quand il parle de centre, c'est-à-dire de noyau, en parlant au niveau du gainage, enfin pas au niveau du gainage, mais au niveau abdominal, d'avoir vraiment le transverse, le périnée bien engagé pour faire chaque posture, chaque mouvement. Ben ça, je trouve en kayak, c'est hyper important. C'est hyper important, notamment pour transmettre les forces au bateau. Et je pense qu'il y a vraiment des choses à aller chercher dans ces disciplines-là. Et tu vois, on parlait tout à l'heure de quand on est gamin. Enfin, moi, je disais que quand on est gamin, c'est important de bien pagayer. Peut-être que ce serait mieux d'apprendre à faire les choses bien avant de mettre de la quantité dessus. Et ben, je pense que le Pilate, tu vois, pour les jeunes, et même à l'école en EPS, en fait, ça pourrait être génial d'apprendre à faire bien fonctionner son corps. Moi, souvent, dans des exercices de Pilates qu'on m'a proposé, putain, des fois, je faisais 2 répétitions, j'étais explosé et ça passait plus. Et une nana qui fait 50 kilos à côté de moi, elle passait tranquille. Et en fait, c'est juste que j'utilisais pas bien les muscles. Par exemple, j'y allais avec mon grand droit au niveau des abdos, alors qu'elle, elle utilisait tous les petits muscles le long de la colonne, là. Et en fait, elle est beaucoup plus économique et beaucoup plus efficace que moi. Et ça, tu vois, c'est intéressant, je trouve, pour ensuite transférer sur du haut niveau. C'est drôle ce que tu dis parce que j'ai fait du Pilates aussi cet hiver sur les conseils de Yann que j'ai interviewé dans l'épisode 10 et justement j'étais assez mauvais au début. Moi, je suis toujours pas très bon, hein, mais finalement je comprends tout ce que tu dis. Les 2-3 répétitions qui te crèvent, tu dis mais qu'est-ce que c'est? On fait presque rien et je suis rincé. Et à la fin, t'as mal au bide. Ouais, vraiment. Tu te dis putain, j'ai rien fait, je suis rincé quoi. Et finalement, t'as fait des choses et après, c'est vrai que dans le bateau, ça se retransmet bien, quoi. Justement, d'engager, de ta respiration libre. C'est vrai que. Et est-ce que t'as mis en place d'autres choses pendant qu'on y est? Là, on parlait de yoga, de pilates, préparation mentale. Est-ce qu'il y a d'autres choses que t'as fait aussi pour justement performer à fond? Ouais. Après, c'est lié à la prépa mentale, tu vois. Je me suis fait des petits des petits outils qui me permettent d'être plus concentré sur moi, d'être ce genre de choses. Là, comme ça, Est-ce que tu fais par exemple de la méditation, de la visualisation, des trucs comme ça? La visualisation, pas trop. J'en ai fait un petit peu quand je me suis blessé, quand je me suis fait le ligament de l'épaule. Je pouvais plus naviguer. Et donc, j'avais fait toute une préparation en longe-côte. Mais par contre, j'aimais bien monter dans le kayak, fermer les yeux et puis essayer de visualiser le geste. Et tu vois, et j'étais sur le ponton, enfin, à côté du ponton. Comme ça, j'avais aussi quelques muscles en termes de proprioception qui étaient actifs. J'avais les odeurs qu'on peut retrouver sur l'eau, les bruits qu'on peut retrouver. Et ça, j'aimais pas mal, tu vois. C'est pour le cerveau, pour garder un petit peu tous les stimuli et tout ça, je trouvais ça intéressant. Après, dire que voilà, ça m'a permis de revenir plus vite ou quoi, je pense que ça aide un petit peu, mais c'est dans les détails. Hein, c'est pas...
Voilà. Bah, après, en fait, cette méthode de brainstorming là, je l'adore et je l'adore. Et quand tu es blessé, je trouve qu'elle est très très intéressante. Très intéressante parce qu'en gros, elle se met en route et tu te dis, mais ok, je suis blessé, je peux pas faire ça. Qu'est-ce que je peux faire pour, qu'est-ce que je peux faire pour perdre le moins de temps possible, peut-être pour développer d'autres choses dont j'ai pas le temps de mettre en place au quotidien d'habitude. Euh, là, j'ai pas d'exemple en tête, mais tu vois, des fois dans ton quotidien, voilà, tu fais muscu, tu fais bateau, tu fais course à pied, tu fais vélo, tu développes plein de trucs, et puis tu as une petite idée, mais tu prends jamais le temps de la faire. Bah là, c'est l'occasion de le faire. Tu vois, par exemple, le matériel. Des fois, tu te dis, vu le nombre de kilomètres et le nombre d'heures que je passe dans mon kayak, normalement, ça doit être tip top. Le matériel, il doit pas te blesser, il doit pas t'embêter. Tu dois avoir un matos, mais parfait, quoi. Et pour autant, des fois, bah, tu as un petit truc qui déconne, et puis en fait, tu dis, oh, bah, je le ferai en sortant. Puis en fait, tu sors, tu vas prendre ta douche et tu t'en vas. En fait. Puis tu reviens, tu remontes, et puis tu dis, ah merde, j'ai pas fait ce truc-là. Bon, je le referai en sortant. Et puis rebelote. Et en fait, là, du coup, quand tu es blessé, bon, bah voilà, ça te permet aussi de prendre le temps de faire tout ça. Mais je pense que c'est une erreur. C'est une erreur de dire, de repousser, de faire un peu de la procrastination, là. Ce serait bien d'avoir un truc nickel dès le départ. Et des fois, tu perds moins de temps à prendre le temps de faire tout ça, quoi. Ah, mais c'est dur psychologiquement parce que t'as envie de t'entraîner. Tu vois, t'as pas envie de passer Ah du bah, temps à bidouiller, quoi. et puis surtout, tu as été appris avec la quantité. Donc, il faut un minimum de quantité aussi. Tu vois. Tu vois, si on te dit tu fais 2 séries de moins pour bidouiller ton bateau, t'es là, t'es peut-être pas content, tu vois, tu te dis merde. C'est Car ça. au début, bah maintenant avec les années moins, mais au début t'es pas content. Mais oui, alors que quand tu y réfléchis, tu te dis, bon, 2 séries de moins, au moins j'en aurais fait 4, mais parfaite, tu vois, nickel, avec un bon matos. En parlant de matériel, qu'est-ce que t'as comme comment tes bateaux ont évolué au fil des années? Est-ce que t'es resté sur le même bateau, les mêmes coques? Au niveau des pagaies, pareil, est-ce que t'as évolué? Bah moi, au début, depuis que je suis chez Nello, j'ai évolué avec Nello. C'est-à-dire que j'ai toujours pris la dernière forme qui sortait. Bon, je la testais, hein, évidemment, mais elle me convenait plutôt bien à chaque fois. Et donc, j'ai évolué avec. Et en termes de pagaie, j'ai quasiment jamais changé. J'ai commencé sur une Bracha 4 et après, bah, c'est juste la longueur et la taille de pales qui ont augmenté. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est une Bracha 1. Et je suis sur une Bracha 1 mine aujourd'hui, une 805. Et tu mets quelle longueur vu tes longs bras? Je suis curieux. Là, je suis en 2,21,5. Ok, ok, je vois. Donc et en bateau, donc t'es sur le Nelo 7. Exactement, ouais, le Nelo 7. Et tu trouves que les évolutions justement des formes des bateaux ont fait que tu vas plus vite ou tu vois pas de différence? Bah, je saurais pas l'attribuer au bateau. Je sais pas si c'est le bateau qui fait que je vais plus vite. Ce qui est sûr, c'est que j'ai progressé. En tout cas, tu vois, en 2019, c'est mon meilleur temps au Minimax. Le Minimax, c'est un appareil de mesure, une sorte de mouchard qui permet vraiment de mesurer tout de manière précise. Et tu vois, en 2019, ce Minimax, il m'indique 33,85 aux 200 mètres. Donc là, c'est mon best time de tous les temps. Et, c'était en Elo 7. Ok, et j'ai une question qui me revient parce que quand j'avais interviewé Nicolas Lambert qui fait du surf ski, peut-être que tu connais du Gros du Roi, il me demandait quelle était ta vitesse de pointe maximum. Il était curieux de ce truc-là. Et ben moi, je crois que la Vmax de tous les temps, elle est autour de 6,55 mètres secondes. Donc ça fait quoi ça, en Donc kilomètre heure? ça fait un peu plus de 23, un peu plus de 23. Ok, ah, c'est énorme. Hein. J'essaie de m'imaginer 23. Je vois bien. Ah, c'est hyper rapide quoi. Je reviens là, tu parlais du Minimax, donc c'est un truc que tu mets dans le bateau, ça? Ouais, en fait, on a un scratch sur le pont et on met l'appareil, il a pareil, un scratch complémentaire là, un mâle, une femelle, et puis on scratch là-dessus et derrière, ça nous donne, tu vois, l'angle de gîte, l'angle de l'assiette, le Ah lacis ouais. du bateau.
Ah, Ça nous énorme. donne l'accélération à chaque coup de pagaie, la vitesse du bateau à chaque coup de pagaie. Ça nous donne qu'est-ce que ça nous donne encore si tu as un cardio, ça prend la fréquence cardiaque. Ça te donne la distance parcourue, ça te donne le chrono, ça te donne ça te donne vraiment toutes les informations possibles et imaginables. Ça me fait penser au Motion Eyes. Ça ressemble? Tu vois ce que c'est le Ouais, Motion Eyes? ouais. Ça ressemble. En fait, le Motion Eyes aussi, c'est que lui, tu as un retour direct avec ton téléphone, hein, c'est ça? Exactement, ouais. Et en plus de ça, lui, il peut te donner la différence pagaie, enfin le coup de pagaie Ton coup de gauche, pagaie, ouais, la longueur du coup de pagaie. Est-ce que ça t'as déjà utilisé par exemple, Motion Eyes, vu que t'aimes bien tout tester? Ouais, Motion Eye, j'ai utilisé. J'ai j'ai Fen qui m'en avait prêté un pour justement tester. Je trouvais l'outil intéressant. Ouais. Et Mais par justement, contre, ça te donnait un bon coup de pagaie, ça te disait que t'étais, je sais pas, est-ce que t'es symétrique par exemple avec le Motion Eyes? non, moi je suis pas symétrique en fait. J'ai un coup de pagaie un tout petit peu différent. En fait, mon coup de pagaie droit, il va être, on va dire, plus court et plus intense. Et mon coup de pagaie gauche, il va être un peu plus long et moins intense. Mais par contre, l'air sous la courbe, donc la puissance dégagée, elle sera symétrique. Elle est identique à gauche et à droite. Ok, putain, c'est hyper Mais, intéressant ça. mais par contre, le coup de pagaie en lui-même, il sera un petit peu différent. Et je crois me souvenir que le Motion Eyes, normalement, ça dit ton longueur de coup de pagaie, combien de temps tu restes dans l'eau. Est-ce que t'as ça en tête? Ou tu t'en souviens J'ai pas pas? les chiffres. Non, j'ai pas les Ouais, chiffres. je serais curieux. Par contre, ça, je pourrais le refaire un coup et regarder. Ouais, si tu retrouves, bah, ça, de voir et tout, je serais. Là, c'est hyper pointu là, tout ce que t'as fait avec le Minimax, le Motion Eyes, tout ça là, c'est vraiment, c'est le détail du détail quoi. Ouais. Ouais. Et alors, je vais d'abord revenir sur Rio. Quand tu fais deuxième, pour toi, c'est une déception alors? Ouais, sur le coup, ouais, c'est une grosse déception. J'étais vraiment venu pour être champion olympique. C'était l'objectif. C'était mon obsession. Et du coup, de passer la ligne en deuxième position, en plus en ayant quand même mené une partie de la course, c'était quelque chose assez dur pour moi. Et j'ai mis du temps, enfin pas longtemps, mais j'ai mis un petit temps quand même à trouver le sourire et à me dire, mais quand même, mec, t'es vice-champion olympique, c'est quand même pas mal. Et surtout qu'après, comme tu disais, t'as eu des retombées un peu médiatiques, des sponsors. Ouais, tout à fait. Mais pour le moment, en fait, tu te rends pas compte de tout ça. Et puis, déjà, tu fais pas ça pour ça. Après, c'est sûr que quand tout arrive, bah, voilà, tu savoures et ça fait plaisir. Mais, euh, mais c'est vrai que sur le coup, t'es déçu. Et combien de temps t'as mis à t'en remettre, à te remotiver alors? Ben, en fait, pas si longtemps que ça, parce que déjà, quand tu sors et que de bateau, que tu vois l'engouement des supporters, quand tu vois l'engouement de tes équipiers et du staff et tout ça, déjà, voilà, elle se transforme un petit peu en or, en fait, ta médaille. Et puis, moi, ce qui a été vraiment le déclic, c'est quand je suis monté sur le podium avec mon fils en face de moi, là, et avec ces petites maracas bleu, blanc, rouge, ça, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et ce souvenir, il est gravé dans ma tête. Et là, je me suis dit, mais là, c'est bon, j'ai gagné, en fait. Ah ouais, super. Et là, donc, je voulais parler un peu des sponsors. J'ai vu que tu avais pas mal de sponsors, justement, durant toute cette Olympiade jusqu'à Tokyo, là. Tu avais vraiment Ouais. beaucoup de sponsors. Est-ce que c'est des sponsors qui sont venus à toi? Ou c'est toi qui as dû démarcher? Justement, ce coup-ci, comme t'étais vice-champion olympique quand même, j'ose espérer que c'est des sponsors qui viennent à toi, mais peut-être que je me trompe. Ouais, tu te trompes un petit peu. Euh, en fait, alors j'ai beaucoup de sponsors, mais j'en ai, on va dire, trois, quatre gros, et après c'est beaucoup de petits, en fait. Donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup aussi. C'est parce que bah, voilà, ils interviennent de manière, enfin petit à petit, en fait, ça fait le budget. Mais euh, mais non, en fait, au début j'ai été les chercher. C'est ce que je t'expliquais un petit peu tout à l'heure, c'est que clairement le monde économique il est dans le sport pro.
Donc, il est, on va dire, dans les VIP basket et foot. Et donc, dans chaque ville ou presque, tu peux trouver ce monde économique. Et en fait, moi, stratégiquement, tu vois, en gros, quand j'étais vice-champion olympique, je me suis fait inviter une fois. Enfin, ils m'ont invité pour faire un coup d'envoi au foot et au basket. Et dans ces cas-là, après, tu te retrouves à regarder le match et tu vas au VIP. Et là, c'est là où je me suis vraiment rendu compte de ça. Et je me suis dit, non, mais là, c'est un vivier, quoi. Il y a des sponsors partout. Et quand tu discutes un peu avec les gens, en plus, ben, tout de suite, t'accroches vite parce qu'ils se rendent compte de la personne que tu es. Et eux, alors, je dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais en tout cas, dans le sport pro, les athlètes, ils ont peut-être un peu moins cette proximité avec les partenaires. Ils sont un petit peu moins, comment dire ça, peut-être pas humble, mais enfin, en tout cas, c'est pas le cas de tout le monde, hein, encore une fois. Mais en tout cas, souvent, la personnalité d'un sportif comme d'un kayakiste plaît un petit peu plus qu'un sport pro. Et du coup, ça t'accroche assez rapidement avec ces partenaires-là. Et surtout, bah, t'as pas le filtre de la secrétaire. Tu vois, quand tu démarches en envoyant un dossier, en envoyant des mails, souvent la secrétaire elle a des consignes effacées et en fait le PDG il est même pas au courant de la démarche. Alors que là, bah, tu l'as en direct, tu sympathises avec lui et puis derrière il y a moyen de faire quelque chose. Donc à partir de là, me rendant compte de ça, bah, j'ai pris un abonnement. Je me suis pris un abonnement avec l'accès. Non, j'avais pas l'accès VIP, mais après j'ai négocié avec le président du basket en disant bah voilà, j'ai pris un abonnement, mais j'ai pas le VIP. Est-ce que tu peux me faire rentrer dans le VIP à chaque match? Et du coup, il m'a dit oui. En fait, lui, c'était sa façon indirecte de m'aider. Il m'aidait pas directement, mais en me permettant d'intégrer le VIP, il m'aidait parce que ça m'a permis de rencontrer des gens. Et en fait, après, j'ai sympathisé avec un bon sponsor qui, lui, avait beaucoup de réseaux. Et du coup, après, il jouait les entremetteurs pour moi, à me présenter à tout le monde. Et puis après, bah, à la fin, quand tu connais plein de gens, plus t'en connais et plus c'est exponentiel, en fait. Les amis des amis deviennent tes amis. Et puis, ça se développe un petit peu comme ça. Mais là, c'est comme un deuxième métier en fait, parce que là, tu dois, j'exagère un peu, mais te vendre entre guillemets. Alors qu'à la base, comme tu l'as dit, le milieu du kayak c'est assez humble. De moi, ce que je vois, personne n'aime se mettre trop en avant. Et là, t'es obligé d'aller chercher entre guillemets à te mettre un peu en avant. Alors oui, mais tu vois, on va dire dans les 2 ans qui ont suivi la médaille olympique, c'était très facile. C'était très facile et j'avais limite pas besoin de me vendre en fait, parce que les gens étaient demandeurs et parce que au final, c'était pas vraiment une démarche. Si au fond de moi j'avais cette démarche, mais je veux dire, j'arrivais pas comme un commercial avec tous mes papiers en disant ah ben j'ai un contrat dans ma valise, on n'a qu'à signer. Non, c'était plus des discussions et et eux étaient touchés un petit peu du parcours en disant bah tiens c'est vrai qu'ils sont pas aidés, c'est un sport quand même assez difficile. Quand ils te demandaient un petit peu ta situation, eux connaissant celle d'un sport pro, quand ils comparent tout de suite, ils disent ah ouais quand même. Parce que souvent les gens font l'amalgame. Hein. Ils disent quand ils voient un sportif de haut niveau, ils disent oh bah soit il est riche, soit il est dopé. Tu vois, c'est les clichés classiques, tu vois. Mais sauf que bah en fait entre deux, il y a beaucoup de personnes. Et donc quand le fait voilà de mettre un visage et de parler avec la personne, moi ça m'a aidé dans ces 2 premières années-là. Après c'était un peu plus compliqué parce que bah la notoriété, le côté mise en avant des jeux bah, s'estompe et la notoriété elle devient de moins en moins présente. Tu vois, en 2016, enfin au retour des jeux, j'allais dans un resto, le chef il sortait de sa cuisine, il me payait le dessert quoi. Enfin, c'était un truc de dingue. Là maintenant, je vais dans un resto et bon, personne ne sait qui je suis. et, et par contre là maintenant, j'ai un système qui est sympa. C'est en fait, c'est des gens. Alors on peut les appeler comme des agents ou des importateurs d'affaires. En gros, c'est des gens qui bossent pour toi. Ils te disent bah voilà, moi je vends ton image.
tu me dis sur quoi on peut aller et sur quoi on peut pas aller, mais en tout cas, je vends ton image. Et si je décroche, je dis une connerie, 1000 euros, bah, je prends 10%, je prends 100 euros. Et en fait, bah, il s'auto-paye avec ce qu'il gagne. Et du coup, pour toi, c'est tout bénef, en fait, parce que toi, tu le payes pas. Lui, il se sert de ton image et derrière, bah, il se paye grâce à ce qui te ramène à toi. Ok. Et donc, aujourd'hui, moi, je fonctionne comme ça, en fait. C'est quelqu'un qui, entre guillemets, bosse pour moi. Je reviens sur maintenant l'Olympiade entre justement Rio et Tokyo. Comment se passent ces années-là d'un point de vue sportif pour toi? Bah, là, c'était un petit peu plus compliqué parce que j'étais pas mal blessé. Enfin, aussi, j'ai eu des difficultés, on va dire, sur mon parcours. Tu vois, en 2017, bah, je divorce, je passe un concours de la fonction publique, bah, voilà, qu'il faut préparer quand même. En 2018, je me fracture la cheville. En 2019, bah là, il s'est rien passé, c'est bizarre. 2020, le ligament de l'épaule. 2021, le dos au pige et puis une fissure du tendon après au mois de juin. Enfin, tu vois, c'est des choses un petit peu plus compliquées. Ça a été plus compliqué. Après, j'ai commencé à douter aussi sur le fait du 200 mètres pour moi, le fait de vieillir, enfin de prendre plus d'expérience. Tu te rends compte que voilà, que le 200 c'est peut-être pas la discipline la mieux pour toi. Donc j'ai fait des essais, sur le K2000, j'ai fait des essais sur le K4 500 pour voir. Bah voilà, moi mon objectif c'était d'aller chercher l'or olympique. C'était pas forcément sur le K1 200, c'était sur la discipline qui me paraissait la plus appropriée. Et puis bon, bah au final, ça s'est positionné sur le K1 200, mais voilà. Et est-ce que quand les Jeux ont été reportés d'un an, ça a été, tu l'as bien pris, vu étant donné que tu étais blessé, ou finalement c'était chiant pour toi d'un point de vue psychologique? Bah quand il y a eu l'annonce, j'étais pas blessé, hein, on était dans le confinement. Dans le premier confinement, celui un petit peu où nous on n'avait aucun passe droit et du coup c'était assez dur à vivre. On passe de 3-4 heures d'entraînement par jour à beaucoup moins et surtout on reste enfermé et pas de kayak. Donc il était compliqué à vivre celui-là. Et quand il y a eu l'annonce, ça a été un soulagement parce que bah, je me suis dit, je me voyais pas préparer des jeux avec plus d'un mois de confinement. Ça aurait été galère et puis surtout c'était inégal et pas très fair-play parce que bah, tous les pays ne fonctionnaient pas pareil quant à cette crise sanitaire, surtout par rapport aux sportifs de haut niveau. Et donc dans un premier temps c'était plutôt un soulagement. Après je me suis dit bah, c'est cool, ça va nous laisser une grosse période d'entraînement, etc. Bon après je me suis blessé et là ça a été plus compliqué et là je me suis dit ah merde quand même, parce que je serais jamais allé faire du vélo si ça avait été l'année olympique. Mais ouais, après en fait, j'ai pas retrouvé des bonnes sensations comme j'avais pu avoir avant la blessure. Et du coup là-dessus, ouais, j'ai peut-être un petit regret, ouais, mais bon, c'est comme ça, on peut pas faire. J'ai entendu dire que tu avais un ergomètre kayak pro. Est-ce que c'est vrai? Oui. Oui. Est-ce que tu en es content? Je vais être franc avec toi, il est encore dans le carton. Ah, parce qu'en fait j'avais écrit à Grayson là, donc qui les vend, ouais. Et parce que je voulais un renseignement, et il m'a dit il y a Maxime qui a commandé le même ergo que toi. Ouais, en fait moi j'avais eu pour dépanner un dance sprint pendant le confinement, et je t'avoue que dance sprint j'aime pas trop. Qu'est-ce que t'aimes pas? Bah, c'est surtout en l'occurrence celui que j'avais, tu sais, il y avait pas le petit chariot au-dessus qui bouge, qui avance là. Qui bouge, ouais. Et ça, je pense que c'est hyper important dans un sport comme le nôtre, où bah, l'objectif, c'est pas pagayer, c'est pas tirer la pagaie à toi. L'objectif, c'est de faire avancer ton bateau. L'objectif, c'est de bouger ce qu'il y a sous tes fesses ou sous tes pieds. Et donc,
tu peux vite tomber dans des mauvais travers sur une machine à pagayer fixe. Et sauf si tu arrives à être bien concentré, mais t'as pas vraiment de retour par rapport à ce que tu mets en place. Donc je pense que le chariot, ouais, c'est important qu'il soit bien présent. Et surtout, Dan Sprint aussi, c'est un peu plus compliqué de tendre bien les câbles pour avoir un bon retour, etc. Pour que ça fasse pas trop mal à tes épaules au moment de l'impact. Donc j'avais essayé la machine à pagayer de Franck Lemoyle et j'avais bien aimé, et c'est un peu pour ça que je me suis dirigé sur ce type de machine. Ok, ouais, parce que moi j'ai fait l'inverse de toi. Alors j'avais la kayak pro, donc que j'ai toujours, et je me suis acheté justement la Dan Sprint avec le chariot. D'accord. Ok. Et donc je peux dire que le chariot il bouge, hein. Ouais. Là c'est vraiment un bon jeu, hein. Là tu t'amuses comme un fou. Mais ouais, j'étais curieux de savoir, comme Grayson m'avait dit ça, j'ai dit ah tiens, on a la même, mais elle est pas encore déballée, peut-être cet hiver alors. Ouais, en fait, je l'avais acheté surtout en anticipant un éventuel reconfinement. Et en fait, non. Donc, et après, moi, je t'avoue que je suis plus navigation que machine à pagayer. Ouais, je me doute. Il va y avoir une tempête, machin, je préfère aller sur l'eau et voilà, peut-être développer d'autres compétences de navigation que forcément chercher la performance. Mais je préfère être sur l'eau plutôt que sur une machine. Comment t'as vécu ces Jeux de Tokyo? Ces Jeux de Tokyo, je les ai plutôt bien vécus. Après, ils étaient quand même particuliers, hein. Faut le dire. C'est quelque chose toujours assez spécial le fait qu'il n'y ait pas de public, que les médias soient moins présents, qu'on ait des tests, des protocoles sanitaires quotidiens et qu'il y ait une vigilance vraiment importante là-dessus. Après, moi, j'ai pas de psychose par rapport au Covid, donc je veux dire, ça me posait pas trop de problèmes. J'avais pas peur de l'attraper ou ce genre de choses. Tu vois, je me sentais vraiment en sécurité par rapport à ça. Les Japonais, ils avaient vraiment mis en place des choses qui me donnaient confiance sur le fait de pas l'avoir, ou voilà. Après, en ce qui concerne les jeux, voilà, ça reste, tu sais, les jeux, en fait, c'est un événement énorme, mais ça reste 8 couloirs, 8 bateaux qui s'affrontent, et ça, que ce soit un championnat régional ou les Jeux Olympiques, le niveau change, mais en tout cas, ça reste de la course de kayak. Donc voilà. Après, Ça avait l'air assez, tu vois, des photos que je voyais, ça avait l'air quand même assez spécial dans le sens où j'ai l'impression qu'au réfectoire, t'avais une vitre entre chaque personne. À la salle de muscu, tout était bien séparé aussi. Quand vous étiez à Komatsu, vous pouvez pas aller visiter la ville, vous faisiez le tour en bus. Ça faisait un peu bizarre. ouais, Non? si, ouais, tout ça, c'était bizarre. Mais après, on le savait, en y allant, on savait qu'il y allait avoir tout ça, donc on s'était un petit peu préparé, tu vois. Et au final, j'ai trouvé justement à Komatsu que ça avait été plutôt bien géré, que ce soit par l'hôtel ou par même nous, l'équipe de France. C'était quand même génial, quoi. C'était tout a été fait pour que, ok, il y a c'est complexe et il y a un protocole strict, mais en tout cas, voilà, tout ce qui a été mis en place, c'était pour justement que ce protocole strict il passe bien et les gens ils étaient extraordinaires, les gens là-bas. Enfin, après, c'était il y avait deux types de personnes. T'avais, je pense, ceux qui étaient contents d'avoir les jeux, et là c'était bonheur. C'était les gens, ils étaient vraiment souriants, ils te faisaient des coucous tout le temps, ils étaient serviables, mais vraiment, même quand t'étais gêné de dire, ah non, non, mais c'est bon, vous occupez pas de moi, vous inquiétez pas, je vais le faire. Ah non, non, il fallait qu'ils viennent, enfin, vraiment, aux petits soins. Et puis, tu avais la personne qui, elle, était avec un appareil photo prêt à dégainer si tu avais ton nez qui sortait de ton masque, et pour envoyer une photo à la préfecture et dire, regardez, vous recevez les jeux, mais ils font n'importe quoi, etc.
on a eu, par exemple, lors du stage, un petit message de la préfecture qui nous disait attention, il faut porter le masque tout le temps, tatati, tatata. Bref, tu sais, c'est souvent. En fait, on a respecté les règles, hein, mais c'est juste que des fois, quand tu sors de bateau, le temps que tu ailles au hangar, bah, t'as pas forcément remis le masque ou tu l'as mal remis, ou, etc. Et puis, il suffit qu'à ce moment-là, il y ait quelqu'un qui soit passé, qui ait pris la photo et boum. Ouais, bah, Donc, j'imagine bien le truc, hein. bon, voilà. Après, je t'avoue, ça nous a pas non plus fait. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas eu peur à cause de ça. Tu vois, c'était présent, j'étais vigilant, mais ça m'a pas stressé plus que ça. Ce côté un peu anti-jeu ou délation. Donc, voilà. Quelle est la suite pour toi maintenant? Ça, c'est la question du moment. Ben, c'est exactement, j'ai lu l'article de l'équipe, donc tu te dis peut-être en équipage. Là, le 200 n'est plus olympique, donc peut-être un retour. C'est quoi, c'est le 500 donc maintenant, 500, ou un retour au 1000. Bah écoute, là pour le moment, je t'avoue que je vais me laisser le temps. Je vais me laisser le temps de réfléchir parce que j'ai pas envie de prendre une décision à chaud, et surtout j'ai envie de réfléchir à déjà faire le bilan de cette Olympiade. Comme tu l'as dit, il y a eu beaucoup de blessures. À la fin, c'est une 9e place au jeu. En fait, moi, j'ai pas envie de repartir pour faire des sacrifices, me blesser et à la fin finir 9e, quoi. Si je repars, c'est pour prendre du plaisir sur l'eau, pour avoir un entraînement et une vie écologique en matière sanitaire, et puis surtout avoir une perf à la fin. Donc 3 ans, c'est court, c'est en France, c'est quand même, il y a quand même des avantages et des choses qui font que le projet m'attire, mais je veux vraiment prendre le temps de voir si le projet il est viable et si ça vaut le coup d'y retourner. Est-ce qu'à terme tu ne te vois pas comme devenir entraîneur? Alors aujourd'hui je suis formé entraîneur, j'ai eu mon concours de prof de sport, donc demain j'arrête, je peux être entraîneur. Et puis pour en avoir discuté avec le staff et les dirigeants de la Fédé, c'est quelque chose qui peut les intéresser. Mais toi, est-ce que ça t'intéresse? Oui, moi c'est quelque chose qui m'intéresse, bien sûr. Après voilà, c'est pareil. En fait, je vais réfléchir aussi à la question. Moi, ça dépend aussi dans quel contexte. Tu vois, c'est toujours pareil. Parce qu'entraîneur, il faut quand même t'investir. C'est difficile de s'investir dans un système dans lequel tu t'y retrouves pas. Donc là aujourd'hui, voilà, il y a un système en place. Il y a des choses dans lesquelles je me retrouve, il y a des choses dans lesquelles je me retrouve moins. Après, ça dépend ce qu'on me propose et si ce qu'on propose c'est en adéquation avec mes valeurs et ce en quoi je crois, alors là, c'est parti. Mais si c'est pas le cas, là, j'y réfléchirai aussi. Donc là, tu vas te prendre du temps pour réfléchir à ton avenir. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre des vacances? Tu vas te reposer? Plus du tout faire de sport? Comment ça se passe? Là, je vais déjà finir la saison avec les championnats du monde fin septembre. Ensuite, je vais faire un gros break. Je pense que je vais breaker jusqu'au 1er janvier, à peu près. Et par contre, ouais, je ferai un petit peu de sport. En tout cas, je break au niveau kayak. Par contre, je vais sûrement faire du sport, tu vois, un peu de PPG, m'entretenir pour pas grossir trop. Et puis, et puis aussi, j'avais envie de faire un marathon. J'ai envie de faire un marathon. Je me dis que voilà, j'ai envie de le faire au moins une fois dans ma vie. Là, je suis encore un peu affûté. donc ouais, c'est quelque chose qui me tente. Là, j'ai regardé un peu les dates avec des copains et tout. On envisage peut-être début novembre Barcelone. C'est quelque chose qui est intéressant, mais encore une fois, faut voir d'ici là. Je sais pas. Tu vises un temps en particulier au marathon? Non, l'idée c'est le premier, c'est le finir. Enfin, il y en aura peut-être pas de deuxième, mais
Mais en tout cas, là, le premier, c'est vraiment finir le marathon, faire l'effort, dire, bah voilà, j'ai fait un marathon dans ma vie. Après, je pense, au vu de comment je cours, etc., s'il y a pas de souci, ça devrait tourner sous les 4 heures, mais je sais pas. Bon bah on va suivre ça. J'ai deux trois questions pour finir que je pose un peu à tout le monde. La première c'est quel conseil tu te donnerais à ton toi de 20 ans? À mon mois de 20 ans, Ouais. euh, une bonne question, ça. Mais ouais, qu'est-ce que tu lui dirais alors? À mon mois de 20 ans, ben, je lui dirais, qu'en fait chaque détail compte, que euh, tu vois par exemple quand j'étais plus jeune, euh, euh, j'étais quelqu'un de par exemple qui disait bah attends, la prépa mentale avec le niveau que j'ai, ça sert à rien, aller chez le kiné, ça sert à rien. Euh, Tu vois, tout ce qui était pour aller chercher les détails de la performance, j'étais pas dedans. Alors, c'est marrant parce que souvent mon entraîneur il dit bah, quand t'es à 15 secondes,8 du premier, ça sert à rien de travailler sur les 0,8. D'abord, tu travailles sur les 15 secondes. Et en fait, moi, ce que je dirais là-dedans, c'est que en fait, c'est un tout. C'est-à-dire que il faut aller chercher tout le temps. Et dans mon mois de 20 ans, j'aurais envie de lui dire ça. C'est-à-dire que bah, si tu travailles, peut-être que tu n'as pas le niveau encore de travailler avec la prépa mentale et d'aller chercher les petits centièmes qui te manquent. Mais en fait, ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, bah à la fin, en fait, tu vas avoir une grosse progression et c'est dans ce sens-là que je veux faire passer ce message. Deuxième question, est-ce qu'il y a un livre, un film, un documentaire, une ressource qui t'a particulièrement marqué ou aidé? Bah, moi, j'aime bien la saga Rocky. Ok, C'est un peu, bah, c'est bien ça. c'est un peu cliché, hein, je vous l'accorde, mais c'est quelque chose qui vraiment me résonne en moi par rapport aux valeurs qui sont véhiculées dans le film. C'est pas par rapport à la technique de hein, j'y connais rien, et puis je pense qu'un mec qui se prend autant de pain dans la tronche, à la fin, il est pas comme ça. Mais plus les valeurs, tu vois, les valeurs, quand tu as un genou à terre, bah, tu y retournes. Et puis aussi, un truc qui m'avait un peu marqué suite au jeu, c'est que tu vois le côté un peu quand tu as gagné, tout le système fait que bah, on te met dans un fauteuil de velours sur un trône et en fait, tu perds un peu l'envie de te battre. Et tu vois, bah, dans un des films, par exemple, bah, ça fait ça, dans le 3 je crois. Et moi, suite à Rio, c'était un peu ça, tu vois. Tout le monde, plus personne n'ose me contredire, plus personne n'ose me donner un conseil parce que il se dit, putain, si je lui donne un mauvais truc, comme c'est le champion, bah, qu'est-ce qu'il va dire et puis bah, on met limite certains stages à tel endroit parce que bah, on sait que lui, il aime bien cet endroit-là. Enfin, bon, j'exagère un peu, mais tu vois, c'est un peu coucouné, un peu chouchouté. Tout le système tourne autour de toi, et je trouve que ça aide pas en fait, et que tu perds un peu cette niaque, cette folie que tu pouvais avoir avant, et ça peut être dangereux. Oui, je me souviens dans le film, il dit tu t'es embourgeoisé, Rocky. Ouais, bah c'est ça, c'est un peu ça. Et enfin, ma dernière question, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un que tu me recommanderais d'interviewer, que toi t'aurais envie d'entendre? Et ben ouais, je suis pas sûr de mon coup, je sais pas si Tu peux en donner plusieurs, hein, si jamais, pour pas faire de jaloux. ouais, Cyril Carré, François During, Christophe Rouffet. Et Et ben ça tombe bien, il était déjà sur ma liste. Et justement, je dois relancer François qui m'avait dit après les jeux, je fais l'interview.
Ok. Donc, Bon, parfait. donc nickel. Est-ce qu'il y a des questions que j'ai pas abordées, des sujets que tu souhaitais aborder? Non, pas spécialement. Bon bah super alors. Eh ben nickel. Eh ben merci de ton temps, Max. On aura fait un long podcast, mais je me suis pas ennuyé un instant, donc j'imagine qu'il en sera de même pour les personnes qui écouteront ce podcast. Donc Super. Merci à toi, Rudy. C'était sympa. au plaisir peut-être sur l'eau un jour. Sait-on jamais. Que tu viennes avec Belette. Tu viennes sur le lac Mais oui, d'Aiguebelette, te promener. avec plaisir. Bah Avec ouais. plaisir. En plus, j'ai jamais navigué là-bas et Oh le sacrilège. quand je vois la couleur de l'eau, c'est clair, c'est un regret. Ah ouais, et puis le lac est vraiment nickel, hein, ça va te changer de Boulogne. Là, tu cherches les vagues des fois. Tu cherches s'il y en a. Ouais, enfin, j'ai entendu dire quand même qu'il y en avait assez pour que tu montes pas dans ton beau bateau. Ouais, bah, ça c'est Sarah qui dénonce. Mais elle dit ça, elle ne faisait pas la maline non plus, si elle m'écoute. Je me suis dit, elle va se foutre à l'eau aussi. Mais c'est vrai que des fois, il y a ce qu'on appelle le farou, c'est un vent, et ça s'est levé un dimanche, et là, on faisait pas les malins, là vraiment. Mais sinon, la plupart du temps, ça va plutôt bien. Bon, ça va. Bah, le rendez-vous est pris, mais par contre, tu navigues pas en vague pas quand je viens. Ça te va? Ouais, bah, c'est pas garanti ça. C'est pas garanti. Bah, on verra. En tout cas, merci encore à toi pour tout ce temps et puis que la force soit avec toi. Je vais suivre de près ton avenir. Merci beaucoup. Salut à tous. Salut Rudy. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs kayakistes français grâce à la crédibilité que vous me donnerez. Enfin, vous pouvez retrouver la retranscription écrite de cet échange sur www.secretdukayak.org. En attendant, laissez glisser et à la semaine prochaine.